Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture à tous. La tempête a frappé le village de montagne avec une fureur biblique, transformant de doux ruisseaux en rivières torrentielles et envoyant les vents hurler à travers les vallées comme des banshés. Les jointures d'Ethan Caldwell blanchirent sur le volant de sa Mercedes. Son costume sur mesure collant à sa peau moite de sueur alors qu'il luttait pour contrôler le véhicule sur des routes qui serpentaient traîtreusement dans l'obscurité la plus totale. Ce détour avait été une erreur catastrophique. L'autoroute principale étant inondée, son GPS l'avait guidé dans ces collines oubliées où la civilisation scintillait faiblement dans des fenêtres éparses. Chaque éclair révélait le paysage dans une terreur d'un blanc d'os avant de l'abandonner à nouveau à l'aveuglement. L'accident se produisit en un instant. Un arbre, ancien et massif, s'écrasa sur la route étroite juste au moment où Ethan abordait un virage serré. Sa Mercedes tourna follement, le monde devenant un kaléidoscope de phares, de pluie et de terreur avant que le véhicule ne percute un rocher avec le bruit écœurant du métal qui s'écrase contre la pierre. La dernière chose dont Ethan se souvint fut le goût du sang sur ses lèvres et l'étrange paix qui s'installa en lui alors que la conscience s'enfuyait. L'obscurité le revendiqua complètement, mais ce n'était pas la fin. C'était le début de tout. Quand la conscience commença à revenir, ce fut par de douces vagues, comme une marée de conscience qui déferle sur les rivages de son esprit. Des mains douces touchèrent son front avec la tendresse d'une mère prenant soin de son enfant, et une voix, comme du miel mêlé à la lumière des étoiles, chanta quelque chose de beau dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. La mélodie l'enveloppa comme un baume de guérison, le ramenant de l'abîme qu'il avait réclamé. « Chut, mon ange, tu es en sécurité maintenant », murmura la voix, et les yeux d'Ethan papillonnèrent pour contempler une vision qui le fit se demander s'il n'avait pas traversé un autre royaume. Lila Thompson était agenouillée à côté du petit lit où elle l'avait placé, et le souffle d'Ethan se coupa. Elle était la femme la plus belle qu'il ait jamais vue, non pas la beauté artificielle des mannequins et des socialites qui peuplaient son monde habituel, mais quelque chose de plus profond, de plus puissant. Sa peau d'ébène luisait à la lueur des bougies, comme de l'obsidienne polie embrassée par le feu, ses yeux sombres détenant des profondeurs de compassion qui semblaient voir directement dans son âme. Ses cheveux tombaient en boucles naturelles autour de ses épaules, et quand elle sourit, c'était comme de regarder le soleil émerger de derrière les nuages de l'orage. « Suis-je mort » murmura Ethan, sa voix brisée par l'accident. Le rire de Lila était comme la musique elle-même, doux et mélodieux, remplissant la petite pièce de chaleur. Très vivant. Bien que tu m'aies fait une belle peur quand je t'ai trouvé. Ta voiture est enroulée autour de ce vieux rocher sur le virage de Harper. J'ai prié pour toi pendant 3 heures, me demandant si tu allais un jour ouvrir ses yeux. La pièce autour de lui était humble mais impeccable, remplie de couettes faites à la main, d'herbes séchées suspendues à des poutres en bois, et du genre de beauté simple qui parlait d'une vie vécue avec intention et grâce. Des bougies fournissaient la seule lumière, leurs flammes dansant dans la douce brise qui chuchotait à travers les fissures des murs en bois. C'était un monde loin de son appartement attique avec ses fenêtres du sol au plafond et son vide moderne. « C'est vous qui m'avez amené ici ?» Ethan tenta de s'asseoir, grimaçant alors qu'une douleur lui traversait les côtes. « Reste immobile » ordonna Lila doucement, ses mains le repoussant contre les coussins doux. « Tu as 3 côtes fêlées, une commotion cérébrale et plus de coupures et d'hématomes que je ne peux en compter. Mais tu es vivant, et c'est ce qui compte. » Pendant 3 jours, Ethan a existé dans un monde dont il n'aurait jamais su qu'il pouvait exister. Lila a pris soin de lui avec une compétence qui semblait être en partie médecine, en partie magie. Son toucher était une guérison en soi. Elle nettoyait ses blessures avec des herbes qui semblaient recoudre sa peau, le nourrissait de bouillon fait de légumes cultivés dans son propre jardin et lui chantait quand la fièvre le rendait agité et que la douleur le faisait crier dans son sommeil. « Vous ne me connaissez pas » dit Ethan la 2e nuit. La conscience lui étant revenue plus clairement, il pouvait vraiment apprécier l'ampleur de ce que cet inconnu faisait pour lui. Je pourrais être n'importe qui, un criminel dangereux. Pourquoi risquez-vous tout pour m'aider? Lila leva les yeux du petit feu où elle préparait quelque chose qui sentait la guérison et l'espoir. À la lumière vacillante, elle ressemblait à quelque chose sorti d'une histoire ancienne, une déesse de la miséricorde, une sainte de la compassion, un ange marchant parmi les mortels. « Parce que tu avais besoin d'aide » dit-elle simplement, sa voix portant le poids d'une vérité absolue. Et parce que quand je t'ai trouvé en train de saigner dans cette épave, quelque chose dans mon cœur a reconnu quelque chose dans le tien. Nous ne sommes pas des étrangers, Ethan Caldwell. Nous sommes des âmes qui se sont cherchées à travers le temps et l'espace.
La façon dont elle prononça son nom, elle avait trouvé son portefeuille et appris son identité, fit quelque chose au fond de sa poitrine. Personne n'avait jamais prononcé son nom avec une telle tendresse, une telle reconnaissance de qui il était vraiment sous les costumes coûteux, le pouvoir de l'entreprise et le succès solitaire qui définissaient son existence. Elle lui raconta sa vie en prenant soin de lui, comment elle avait appris la guérison de sa grand-mère, comment elle cultivait des herbes médicinales dans le jardin derrière sa petite maison, comment elle ne s'était jamais mariée, parce qu'elle avait attendu quelque chose, quelqu'un, même si elle n'avait pas compris quoi, jusqu'à ce qu'elle le trouve brisé et en sang dans la tempête. Ethan partagea sa propre histoire, la solitude de la richesse, le vide du succès sans amour, la façon dont il avait construit des murs autour de son cœur si hauts que personne n'avait jamais pu les franchir jusqu'à maintenant. Jusqu'ici. La troisième nuit, alors qu'une douce pluie tambourinait contre les fenêtres et que les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs, l'espace entre sembla disparaître complètement. Ethan chercha sa main, et le toucher envoya de l'électricité à travers eux deux, une reconnaissance qui allait plus loin que la chair, plus loin que la pensée, directement au cœur de ce qu'ils étaient. Lila, murmura-t-il, et elle vint à lui comme si elle avait attendu toute sa vie ce moment, comme si chaque respiration qu'elle avait jamais prise l'avait menée à cet instant où leurs âmes se reconnaîtraient enfin. Leur union n'était pas simplement physique, elle était spirituelle, émotionnelle, une reconnaissance de deux moitiés du même tout qui devenait enfin complète. Dans ses bras, Ethan trouva le foyer qu'il avait cherché sans même savoir qu'il était perdu. Dans son étreinte, Lila découvrit un amour si profond et si vrai qu'il semblait que le destin lui-même s'était penché pour toucher leur vie. Ils se déplacèrent ensemble comme des danseurs qui avaient répété cette chorégraphie dans leurs rêves, chaque toucher une révélation, chaque baiser une promesse, chaque mot doux, un vœu qui transcendait la nature temporaire de leur existence physique. « Je t'aime », murmura Ethan contre ses cheveux alors que l'aube approchait, peignant le ciel en nuances de rose et d'or. « Je ne comprends pas comment ni pourquoi, mais je t'aime de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai jamais été, de tout ce que je deviendrai. »« Et je t'aime », répondit Lila, des larmes de pure joie coulant sur ses joues comme des diamants liquides. « À partir du moment où je t'ai vu brisé et en sang, j'ai su que tu étais la pièce manquante de mon cœur, l'autre moitié de mon âme. » Alors que le soleil se levait, baignant leur petit sanctuaire d'une lumière qui semblait bénir leur union, Ethan fit un vœu qui résonnerait à travers les années à venir. « Je reviendrai pour toi, mon ange. Rien dans ce monde, ni la distance, ni le temps, ni les circonstances ne m'empêcheront de revenir pour revendiquer l'amour que nous avons trouvé. » Mais le destin, cruel et impitoyable, tissait déjà une tapisserie de séparation qui mettrait leur amour à l'épreuve au-delà de toute endurance humaine. Chapitre 2, la main cruelle du destin. L'aube se leva sur le village de montagne comme une promesse de nouveau départ, peignant le ciel de doux pastels qui semblaient bénir l'amour qui avait fleuri dans l'obscurité de la tempête. Ethan s'habilla lentement, son corps encore douloureux de l'accident, mais son cœur s'élevant avec une joie qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Chaque mouvement lui rappelait les mains douces de Lila guérissant ses blessures, ses lèvres douces contre sa peau, ses déclarations d'amour murmurées qui avaient transformé son âme même. Lila se tenait près de la petite fenêtre, enveloppée dans une simple robe blanche qui la faisait ressembler à un ange terrestre. La lumière du matin attrapait les larmes sur ses joues, des larmes de joie, mêlées à la tristesse inévitable d'une séparation temporaire. « Ce n'est pas un au revoir », dit Ethan, l'attirant dans ses bras une dernière fois, respirant le parfum d'herbe et de fleurs qui l'entourait toujours. « Je serai de retour d'ici une semaine. J'ai juste besoin de gérer quelques affaires en ville, et puis rien ne nous séparera plus jamais. »« Je sais », murmura Lila, bien que son cœur ait l'impression de se briser même s'il débordait d'amour. « Mais promets-moi quelque chose, Ethan. Promets-moi que peu importe ce qui se passe, peu importe le temps que cela prendra, tu te souviendras de ce moment. Souviens-toi à quel point nous nous aimons. Comment pourrais-je oublier ?» Ethan encadra son visage dans ses mains, mémorisant chaque belle caractéristique. « Tu m'as sauvé, Lila. Pas seulement de l'accident, mais d'une vie sans signification. Je t'aime plus que je n'ai de mots pour l'exprimer. » Leur dernier baiser avait le goût des larmes et des promesses, et d'un amour si pur qu'il semblait arrêter le temps lui-même. Ethan grimpa dans la voiture de location que le dépanneur lui avait apportée, emportant avec lui une adresse écrite de son écriture élégante, son baiser encore chaud sur ses lèvres, et un cœur si plein d'amour qu'il pouvait à peine le contenir. Mais le destin, impitoyable et cruel, tissait déjà une toile de circonstances qui les séparerait. L'appel d'urgence arriva alors qu'Ethan descendait la montagne, son téléphone recevant enfin un signal après des jours de déconnexion bénis du monde extérieur.
La voix frénétique de son assistante coupa sa joie comme une lame à travers la soie. Monsieur Caldwell. Dieu merci. Nous essayons de vous joindre depuis 3 jours. C'est votre père. Il a eu une crise cardiaque massive. Les médecins disent que c'est très incertain, et l'accord de Shanghai. Il s'effondre sans vous. Le conseil d'administration est en mode panique. Vous devez prendre un avion immédiatement. Les heures suivantes passèrent dans un flou d'activités désespérées. Le père d'Ethan, l'homme qui avait bâti leur empire commercial à partir de rien, était en soins intensifs, se battant pour sa vie. L'accord de plusieurs millions de dollars qui déterminerait l'avenir de l'entreprise s'effritait sans la présence d'Ethan. Dans le chaos des visites à l'hôpital, des réunions d'urgence du conseil d'administration et des négociations frénétiques, la mallette d'Ethan, contenant l'adresse de Lila, fut perdue dans le désordre des papiers. Je la retrouverai, se dit-il désespérément en fouillant dans ses affaires entre le chevet de son père et la salle de réunion. J'appellerai les renseignements. J'engagerai quelqu'un pour la retrouver. Mais le village de montagne était si isolé qu'il apparaissait à peine sur les cartes, et Ethan réalisa avec une horreur croissante qu'il ne connaissait même pas le nom de famille de Lila avec certitude. Il avait été trop perdu dans l'amour pour poser les questions pratiques qui lui auraient permis de la retrouver. Les jours se transformèrent en semaines alors que l'état de son père restait critique et que la crise de l'entreprise s'approfondissait. Ethan engagea des détectives privés, appela tous les services de renseignement qu'il put trouver, conduisit même de nouveau jusqu'aux montagnes lui-même, mais la tempête avait effacé les routes et changé le paysage. La petite maison où il avait trouvé l'amour semblait avoir disparu comme quelque chose d'un rêve. Pendant ce temps, dans son sanctuaire de montagne, Lila attendait. Les jours passèrent, puis les semaines, et toujours aucune nouvelle de l'homme qui avait promis de revenir pour elle. Mais elle garda la foi dans son cœur, s'occupant de son jardin et de sa pratique de guérison, sachant qu'un amour aussi profond que le leur ne pouvait pas simplement disparaître. C'était 6 semaines après le départ d'Ethan que Lila remarqua pour la première fois les changements dans son corps. Les nausées matinales arrivèrent d'abord comme un doux murmure, puis plus fortes, plus insistantes. Lorsque le docteur Bennett de la vallée voisine confirma ce que son cœur savait déjà, Lila tomba à genoux dans son jardin, des larmes de joie et de terreur coulant sur son visage. Elle portait l'enfant d'Ethan, un bébé conçu dans un amour si pur qu'il avait créé une nouvelle vie à partir du miracle de leur union. Pendant des semaines, Lila garda son état secret, ses mains protégeant instinctivement la petite vie qui grandissait en elle. Elle écrivit des lettres à Ethan, ne sachant pas où les envoyer, déversant son cœur sur du papier qui n'atteindrait jamais sa destination. Elle chanta des berceuses à son enfant à naître et rêva du jour où Ethan reviendrait pour découvrir qu'il allait être père. Mais les secrets dans les petits villages ont une façon de se révéler, et ce fut Clara Jenkins, la commère du village, qui remarqua pour la première fois l'état de Lila et ne perdit pas de temps à répandre la nouvelle. Cette fille Thompson s'est mise dans le pétrin, chuchota Clara à quiconque voulait l'écouter. Célibataire et enceinte, et elle ne veut pas dire qui est le père. Probablement un vendeur itinérant qui a profité de sa gentillesse. Les chuchotements se transformèrent en murmures, les murmures en accusations, et les accusations en une tempête de jugement qui détruirait tout ce qui était cher à Lila. L'ancien Grayson, l'autorité morale autoproclamée du village, était un homme dont le cœur avait été endurci par des années d'auto-justification et de solitude amère. Il avait toujours regretté l'indépendance de Lila, son refus de se plier à ses tentatives de cour, sa capacité à guérir les gens alors qu'il ne pouvait que les condamner. Lorsque la nouvelle de sa grossesse lui parvint, il y vit une opportunité de vengeance déguisée en indignation morale. « C'est une honte pour notre communauté », déclara-t-il lors de la réunion d'urgence de la ville qu'il avait convoquée. Lila Thompson nous a apporté la honte à tous, avec sa morale légère et son comportement pécheur. Elle refuse de nommer le père, ce qui ne peut signifier qu'elle ne sait pas qui il est. Une telle méchanceté ne peut être tolérée dans une communauté craignant Dieu. Lila se tenait devant l'assemblée de personnes qu'elle connaissait depuis toujours, des gens dont elle avait guéri les enfants, dont elle avait apaisé les maux, dont elle avait touché la vie avec sa douce gentillesse. Maintenant, il la regardait avec des yeux pleins de jugement et de dégoût, leur visage déformé par la mentalité de foule et la supériorité morale. « S'il vous plaît, » dit Lila, sa voix ferme malgré la terreur dans son cœur. « Je sais que je suis célibataire, mais cet enfant a été conçu dans l'amour. Le père est un homme bon qui... » « Point un homme bon qui t'a abandonné, » l'interrompit l'ancien Grayson, sa voix dégoulinant de fausse piété. « Un homme bon qui t'a laissé seul pour faire face aux conséquences du péché. Tu as été trompée, ma fille, et maintenant tu veux que nous acceptions le fruit de ta tromperie.
Même la propre famille de Lila se retourna contre elle. Son oncle, qui l'avait élevée après la mort de ses parents, se tenait devant elle avec des larmes de rage et de honte coulant sur son visage buriné. « Tu as déshonoré le nom de notre famille, dit-il, sa voix brisée par la déception. Je ne peux plus te garder sous mon toit, apportant la honte à notre maison. Tu as fait ton choix, Lila. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Mais oncle Samuel, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller, supplia Lila, sa main protégeant instinctivement son ventre encore plat. Ce n'est plus notre problème, déclara l'ancien Grayson triomphalement. La décision est prise. Lila Thompson, tu es chassée de cette communauté. Tu as 1 heure pour rassembler tes affaires et partir. Tu n'es plus la bienvenue ici. Alors que la foule se dispersait, leur jugement rendu et leur conscience satisfaite, Lila resta seule dans le centre communautaire où elle avait assisté à des soupers d'église et à des fêtes de la moisson, où elle avait ri avec des amis et célébré les joies de la vie. Maintenant, cela ressemblait à une tombe de relations mortes et d'amour abandonnées. Elle marcha chez elle dans des rues où les rideaux tressaillaient mais où aucune porte ne s'ouvrait, où des gens qu'elle connaissait depuis l'enfance tournaient le dos plutôt que de la regarder dans les yeux. Dans sa petite maison, le sanctuaire où elle avait trouvé l'amour avec Ethan, elle empaqueta ses quelques affaires dans une seule valise, ses mains tremblant de choc et de chagrin. Alors qu'elle fermait la porte pour la dernière fois, Lila posa sa main sur son ventre et murmura à l'enfant qui y grandissait. « Nous allons nous en sortir, petit. Ton père nous aime. Je sais qu'il nous aime. D'une manière ou d'une autre, nous trouverons notre chemin vers lui ou il trouvera son chemin de retour vers nous. Un amour comme le nôtre ne disparaît pas simplement. » Mais alors qu'elle descendait le sentier de la montagne avec tout ce qu'elle possédait dans un petit sac, Lila ne pouvait pas savoir qu'Ethan était à des milliers de kilomètres, cherchant désespérément la femme qui portait son cœur et son enfant, incapable de trouver ni son amour ni le chemin de retour vers la vie qui avait donné un sens à son existence. La main cruelle du destin les avait séparés, mais leur amour et la vie précieuse qu'il avait créée dureraient à travers des épreuves qui mettraient à l'épreuve les limites même de l'esprit humain. Chapitre 3 L'esprit indomptable d'une mère. L'hiver descendit comme le jugement lui-même, transformant la ville en un paysage d'indifférence glacée. La mission de Sainte Agnès se dressait comme le dernier refuge pour les âmes que la société avait rejetées, un endroit où l'espoir portait des vêtements usés et où la dignité survivait grâce aux prières et à la détermination. Lila arriva ne portant rien d'autre qu'une valise usée et une farouche résolution que son enfant à naître connaîtrait l'amour, peu importe le rejet du monde. L'abri grouillait d'oubliés, de femmes dont les yeux contenaient des histoires inracontables, d'hommes marmonnant des conversations avec des fantômes, d'enfants qui avaient appris trop tôt que la sécurité était un luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Mais l'abandon ne faisait pas partie du vocabulaire de Lila. Chaque matin avant l'aube, elle servait le petit déjeuner à ses compagnons de refuge, son ventre grossissant rendant chaque mouvement délibéré. Elle se portait volontaire à la clinique, appliquant la sagesse de guérison de sa grand-mère à des blessures plus profondes que la chair. « Tu n'as pas à travailler, ma chère, disait doucement sœur Margaret, la religieuse âgée qui dirigeait l'abri. Tu portes une précieuse cargaison là-dedans. Ce bébé a besoin de savoir que sa mère est forte, répondait Lila, ses mains caressant inconsciemment son ventre. Que nous n'abandonnons pas, peu importe à quel point les choses sont difficiles. À mesure que sa grossesse progressait, Lila fit face à des défis qui auraient brisé un esprit moindre. Les quelques emplois disponibles pour quelqu'un dans sa situation payaient à peine assez pour la nourriture, sans parler de l'argent pour les factures d'hôpital qui viendraient avec l'accouchement. Elle nettoyait des immeubles de bureaux la nuit, son dos douloureux et ses pieds enflés, retournant à l'abri aux premières heures du matin pour se reposer pendant quelques précieuses heures avant de recommencer le cycle. Mais dans ces moments calmes, quand elle pouvait sentir son bébé bouger en elle, Lila murmurait des histoires d'amour et d'espoir. Elle racontait à son enfant à naître son père, le gentleman aux yeux bienveillants qu'il avait aimé complètement, qui reviendrait sûrement quand il apprendrait pour son enfant. « Ton papa est un homme bon, petit » murmurait-elle, ses mains traçant des cercles sur son ventre. « Il nous cherche probablement en ce moment même. Il a promis qu'il reviendrait. Et je sais qu'il tient ses promesses. D'ici là, ce n'est que toi et moi contre le monde, et nous allons nous en sortir. » La naissance eut lieu une nuit où l'hiver ne montra aucune pitié. Un blizzard faisait rage à l'extérieur de la mission de Sainte Agnès, et les services d'urgence de la ville étaient submergés. Le travail de Lila commença soudainement et progressa rapidement, ne laissant pas le temps d'atteindre l'hôpital de l'autre côté de la ville à travers les rues bloquées par la tempête. Sœur Margaret, qui avait assisté à plus de naissances d'urgence qu'elle ne voulait en compter, transforma la petite salle médicale de l'abri en une salle d'accouchement improvisée.
Avec seulement des fournitures de base et l'aide de 2 autres femmes de l'abri, elle se prépara à mener une nouvelle vie dans un monde qui semblait déterminé à ne montrer aucune gentillesse. Le travail fut brutal et compliqué. La petite taille de Lila n'était pas faite pour un accouchement facile, et des complications surgirent qui auraient été gérables dans un hôpital en bonne et due forme, mais devinrent potentiellement mortelles dans leur cadre improvisé. Pendant des heures, elle lutta pour amener son enfant en toute sécurité dans le monde, ses cris de douleur se mêlant aux prières pour la force et la délivrance. « Pousse, ma petite », encouragea sœur Margaret, essuyant la sueur du front de Lila. « Ton bébé veut te rencontrer. » Mais à mesure que la nuit avançait, il devint clair que la mère et l'enfant étaient en grave danger. Lila perdait trop de sang, sa force s'éteignant à chaque contraction. Le rythme cardiaque du bébé s'affaiblissait, et sœur Margaret commença à prier avec ferveur pour un miracle. Ce fut dans l'heure la plus sombre, quand la mort semblait prête à les réclamer tous les deux, que Nora choisit de faire son entrée dans le monde. Elle vint au monde en se battant, ses poumons forts et ses cris de défi, comme si elle avait hérité de l'esprit indomptable de sa mère avant de prendre sa première respiration. « Elle est belle », murmura sœur Margaret, plaçant le minuscule et parfait bébé sur la poitrine de Lila. « Elle est absolument parfaite. » Lila baissa les yeux sur sa fille, la fille d'Ethan, et sentit son cœur s'étendre pour contenir un amour si écrasant qu'il lui coupa le souffle. Nora avait les yeux de son père, vif et intelligent, même dans ses premiers instants de vie, et le menton déterminé de sa mère. Elle était la manifestation physique de l'amour qui avait été conçu dans cette petite maison de montagne, la preuve que quelque chose de beau pouvait émerger même des circonstances les plus sombres. « Bonjour, mon ange », murmura Lila, des larmes coulant sur son visage épuisé. « Maman est là. Maman sera toujours là. » Mais la naissance avait pris un terrible tribut. Lila avait perdu tellement de sang que sa vision se brouillait et son corps tremblait de faiblesse. Pendant des jours, elle plana entre la vie et la mort, son corps luttant pour se remettre d'un traumatisme qu'il était mal équipé pour gérer. Sœur Margaret veilla sur la mère et l'enfant, priant continuellement pour le rétablissement de Lila et se demandant comment elle prendrait soin du nourrisson si le pire arrivait. Ce fut Nora qui sauva la vie de sa mère. Chaque fois que Lila commençait à s'éloigner, les cris de sa fille la rappelaient à la conscience, de retour dans le monde des vivants où elle était nécessaire. L'amour devint plus fort que la mort, et lentement, douloureusement, Lila commença à guérir. Les années qui suivirent furent un témoignage de la force de l'amour d'une mère et de la résilience de l'esprit humain. Lila travailla plusieurs emplois, nettoyer des bureaux la nuit, servir à des tables pendant les heures de déjeuner, prendre des travaux de couture quand ses doigts n'étaient pas trop engourdis par l'épuisement. Chaque centime servait à les maintenir à flot, à s'assurer que Nora avait de la nourriture et des vêtements et un endroit sûr pour dormir, même si cet endroit était toujours l'abri de charité. Leur vie était la pauvreté dans sa forme la plus accablante, mais elle était aussi riche en amour. Lila chantait à Nora tous les soirs, les mêmes berceuses que sa propre grand-mère lui avait chantées. Elle racontait à sa fille des histoires de princes et de princesses, de héros qui surmontaient des obstacles impossibles, d'amour qui vainquait tous les obstacles. « Est-ce que nous sommes pauvres, maman ?» demanda Nora, 3 ans, un jour, regardant autour de leur petite section de l'abri qui servait de foyer. « Nous sommes riches des choses qui comptent le plus, ma petite, » répondit Lila, tirant sa fille sur ses genoux. « Nous avons l'une l'autre. Nous avons l'amour. Et nous avons l'espoir. Ça nous rend plus riches que les gens avec tout l'argent du monde. » Lila enseigna à Nora à lire en utilisant des livres donnés à l'abri, à compter en utilisant des pierres qu'elle collectait dans la cour, à voir la beauté dans un monde qui leur montrait peu de gentillesse. Elle instilla à sa fille un sens de la dignité et de la valeur personnelle qu'aucune quantité de pauvreté ne pouvait diminuer. Quand Nora eut 5 ans, elle posa la question qui se construisait dans son jeune esprit depuis des années. « Maman, où est mon papa ?» Lila serra sa fille contre elle, choisissant ses mots avec soin. « Ton papa est un homme merveilleux qui nous aime beaucoup, même s'il n'est pas ici en ce moment. Parfois, les adultes sont séparés par des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas réel. Il serait tellement fier de toi s'il pouvait voir à quel point tu es une petite fille intelligente, courageuse et belle. » « Est-ce qu'il va nous trouver un jour ?» demanda Nora avec la foi que seuls les enfants possèdent. « Je crois que oui », répondit Lila. Et malgré des années de silence et d'absence, elle le pensait toujours. « Mais d'ici là, nous prenons soin l'une de l'autre, d'accord ? Nous sommes une équipe, toi et moi. » À mesure que Nora grandissait, elle commença à comprendre leur situation plus clairement. Mais elle ne perdit jamais la dignité que sa mère lui avait inculquée.
Elle aidait aux tâches ménagères de l'abri, partageait ses jouets avec d'autres enfants qui avaient encore moins, et ne se plaignait jamais de leur situation. Sa vive intelligence et son cœur chaleureux la rendirent préférée parmi le personnel et les résidents de l'abri. Cet enfant est spécial, disait souvent sœur Margaret, regardant Nora aider à servir les repas ou à réconforter d'autres enfants qui pleuraient. Elle a quelque chose en elle qui ne peut pas être brisée. Mais les années de lutte commençaient à avoir raison de Lila. Le travail constant, la mauvaise nutrition, le stress d'essayer de subvenir aux besoins de sa fille tout en vivant dans l'incertitude, tout cela s'accumulait dans son corps comme un poison lent. Elle commença à perdre du poids qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, à tousser d'une manière qui ne semblait jamais s'améliorer, à se déplacer plus lentement que son jeune âge n'aurait dû le justifier. Pourtant, à travers tout cela, son amour pour Nora ne faiblit jamais. Chaque sacrifice en valait la peine pour voir le sourire de sa fille, pour entendre son rire, pour savoir que malgré tout ce qu'elles avaient enduré, Nora devenait une jeune femme remarquable avec un esprit indomptable qui correspondait à celui de sa mère. Le 7e anniversaire de Nora, célébré avec un cupcake de la cuisine de l'abri et une histoire racontée à la lueur des bougies, Lila fit un vœu silencieux qui changerait bientôt tout. Elle ne laisserait pas sa fille grandir sans connaître l'amour de son père. D'une manière ou d'une autre, elle trouverait la force de réunir leur famille, même si cela signifiait affronter un monde qui les avait déjà rejetés une fois. Chapitre 4, le sacrifice du petit ange. L'aube filtrait à travers les fenêtres fissurées, projetant une lumière dure sur une réalité que Nora ne pouvait plus ignorer. La maladie de sa mère était devenue une chose vivante. Elle pouvait la voir dans les joues creuses de Lila, l'entendre dans la tour rauque que les mouchoirs tachés de sang ne pouvaient pas faire taire, la sentir dans des mains qui tremblaient quand elle pensait que personne ne les regardait. Les conversations chuchotées des femmes de l'abri dressaient un tableau terrifiant. La consomption. La maladie qui fait dépérir. Peut-être 6 mois. Des mots qui transformèrent le monde de Nora en un conte à rebours qu'elle était désespérée d'arrêter. « Maman, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-elle avec une luminosité fabriquée, regardant Lila lutter pour cacher sa douleur derrière des sourires maternels. « Mieux chaque jour, mon ange, répondit Lila. Le mensonge aussi transparent qu'un papier de soie. Lila se tourna vers sa fille avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Bien sûr, mon ange. Maman est juste un peu fatiguée, c'est tout. » Mais Nora avait vu sa mère essayer de cacher le mouchoir taché de sang qu'elle tenait serré contre ses lèvres, avait remarqué comment sa mère mangeait à peine les maigres repas qu'elle partageait, insistant toujours sur le fait que Nora avait plus besoin de la nourriture qu'elle. La vérité devenait impossible à ignorer. Sa mère était en train de mourir, lentement mais sûrement, et il n'y avait rien que Nora, 7 ans, ne puisse faire pour l'arrêter. Cet après-midi-là, alors que Lila se reposait de manière agitée sur son lit de camp, Nora surprit une conversation qui changerait tout. Sœur Margaret parlait au docteur Alvarez, le médecin bénévole qui visitait l'abri 2 fois par semaine, leur voix basse mais pas assez basse pour échapper aux oreilles d'enfants. Elle a besoin de soins médicaux appropriés, disait le docteur Alvarez, sa voix lourde de frustration. La tuberculose prise si tôt est traitable, mais pas avec les ressources limitées que nous avons ici. Elle a besoin d'antibiotiques, d'une bonne nutrition, de repos dans un environnement propre. Sans traitement, elle a peut-être 6 mois. Et l'enfant, demanda sœur Margaret, sa voix épaissie par l'émotion. La petite ira bien physiquement, elle ne montre aucun signe d'infection, mais émotionnellement, regarder sa mère mourir détruira quelque chose chez cet enfant qui ne pourra jamais être réparé. Elle essaie déjà d'être l'adulte dans cette relation. Les petites mains de Nora se pressèrent contre sa bouche pour l'empêcher de crier. 6 mois. Sa maman avait 6 mois, à moins qu'elle n'obtienne des médicaments et des soins appropriés. Des médicaments et des soins qui coûtaient de l'argent qu'elle n'avait pas, n'aurait jamais, pas avec la tournure que prenaient les choses. Cette nuit-là, alors que Lila dormait de manière agitée à ses côtés, Nora prit une décision qui aurait été bouleversante dans sa maturité si quelqu'un avait été là pour en être témoin. Elle allait sauver la vie de sa mère, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, alors que Lila était dans la salle de douche essayant de se débarrasser d'une autre nuit de sueur de fièvre, Nora s'approcha de sœur Margaret avec la démarche déterminée de quelqu'un qui avait pesé toutes les options et trouvé sa résolution. « Sœur Margaret, j'ai besoin de trouver un travail », annonça-t-elle. Son menton levé avec la dignité que sa mère lui avait toujours enseigné à maintenir. La religieuse âgée baissa les yeux sur la petite fille avec surprise et quelque chose qui aurait pu être de la peine. « Oh, ma chérie, tu es trop jeune pour travailler. Les enfants de ton âge devraient jouer et apprendre, pas s'inquiéter des responsabilités d'adultes. »« Ma maman est malade, dit Nora simplement.
Elle a besoin de médicaments, et les médicaments coûtent de l'argent. Je suis petite, mais je suis forte et je suis intelligente. Quelqu'un va m'embaucher. Sœur Margaret s'agenouilla pour se mettre au niveau des yeux de Nora, ses mains burinaient douces sur les épaules fines de l'enfant. Nora, ma petite, je sais que tu veux aider ta mère, mais il y a des règles concernant le travail des enfants. Ce n'est pas légal, et ce n'est pas sûr. Alors je trouverai un travail qui ne suit pas les règles, répondit Nora d'un ton terre à accent grave terre qui était terrifiant dans sa logique d'adulte. Maman dit que quand les gens que vous aimez sont en difficulté, vous faites tout ce qu'il faut pour les aider. Je vais aider ma maman. La détermination dans ses jeunes yeux, des yeux qui ressemblaient tellement à ceux de son père, bien que ni Nora ni sœur Margaret ne le sût, était impossible à contredire. Sœur Margaret avait vu assez d'enfants dans des circonstances désespérées pour reconnaître quand un enfant avait pris une décision inébranlable. Ce fut Helena Rivera, l'une des femmes de ménage qui travaillait à l'abri, qui fournit la solution. Elle avait écouté la conversation et vit quelque chose chez Nora qui lui rappela sa propre fille à cet âge, une loyauté farouche et un instinct protecteur qui la rendait prête à tout sacrifier pour sa famille. « Sœur Margaret, dit Helena doucement, mon équipe de nettoyage. Nous avons parfois besoin de mains supplémentaires pour les gros travaux. L'enfant pourrait aider avec des tâches simples, organiser les fournitures, essuyer les surfaces basses. Nous travaillons aux premières heures du matin quand personne n'est là pour poser des questions. Elle est assez petite pour passer pour ma nièce si quelqu'un la remarque. Helena. Je ne peux pas permettre ça, commença sœur Margaret. S'il vous plaît, l'interrompit Nora, sa voix se brisant juste légèrement, révélant l'enfant sous l'extérieur déterminé. Je dois essayer. Je ne peux pas juste regarder ma maman devenir de plus en plus malade. Je dois faire quelque chose ou je mourrai aussi, mais de l'intérieur. La crue honnêteté de cette déclaration réduisit les deux femmes au silence. Ici se trouvait une enfant de 7 ans articulant une vérité que la plupart des adultes n'apprenaient jamais, que parfois l'amour exige de l'action, même quand cette action semble impossible ou inappropriée. Sœur Margaret ferma les yeux et pria pour être guidée, puis prit une décision qui allait à l'encontre de chaque protocole et règlement qu'elle avait jamais suivi. Très bien, dit-elle doucement, mais tu porteras des gants. Tu ne toucheras jamais rien qui pourrait être dangereux, et tu reviendras directement ici quand le travail sera terminé. Et Nora, ta mère ne doit jamais être au courant de ça. Elle ne le sera pas, promit solennellement Nora. Je lui dirai que j'aide avec des tâches supplémentaires à l'abri. C'est ainsi que commença la double vie de Nora, 7 ans, en tant qu'enfant qui travaille. Chaque matin à 4 heures, elle se glissait hors du lit sans réveiller sa mère et rejoignait l'équipe de nettoyage d'Helena à l'extérieur de l'abri. Elle travaillait dans des immeubles de bureaux, des hôtels et des maisons privées dans le quartier aisé de la ville, des endroits où Nora n'avait jamais imaginé qu'un tel luxe pouvait exister. Le travail était plus dur que ce pourquoi son petit corps était conçu, mais Nora s'attaquait à chaque tâche avec la détermination farouche de quelqu'un qui se bat pour la vie de son être cher. Elle organisait les fournitures de nettoyage avec une précision militaire, essuyait les plaintes et les surfaces basses que les nettoyeurs adultes ne pouvaient pas atteindre sans effort, et ne se plaignait jamais, même lorsque son dos lui faisait mal et que ses mains étaient à vif à cause des produits chimiques de nettoyage agressifs. Les autres femmes de l'équipe, la plupart d'entre elles étant elles-mêmes des mères, étaient émerveillées par l'éthique de travail et la dignité de l'enfant. Elles commencèrent à lui glisser de la nourriture supplémentaire de leur propre déjeuner, à s'assurer qu'elle avait de bons gants et des chaussures confortables, à la traiter comme la petite sœur qu'elle voulait toute protéger. Cet enfant a une vieille âme, disait souvent Sophia, la superviseure de l'équipe. Elle travaille comme quelqu'un 2 fois plus âgé et ne demande jamais rien pour elle-même. Nora économisait chaque centime qu'elle gagnait, cachant l'argent dans une petite boîte en fer blanc qu'elle gardait enterrée parmi ses quelques affaires. Chaque semaine, elle comptait et recomptait les billets et les pièces, calculant combien de plus elle avait besoin pour les médicaments de sa mère, pour de meilleures nourritures, pour une chance de sauver la seule famille qu'elle ait jamais connue. Le plus dur était de regarder sa mère continuer à se détériorer tout en faisant semblant que tout était normal. Lila souriait et essayait de cacher ses symptômes, et Nora souriait en retour et faisait semblant de ne pas remarquer le sang dans le mouchoir, ou la façon dont sa mère luttait parfois pour reprendre son souffle après avoir monté la seule volée d'escalier de l'abri. « Tu es une si bonne aide, mon ange », disait Lila quand Nora lui apportait de la nourriture supplémentaire qu'elle prétendait avoir obtenue de la cuisine de l'abri, mais qu'elle avait en fait achetée avec ses salaires de nettoyage. « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fille aussi merveilleuse ? » « Tu m'as aimé, maman », répondait Nora, se blottissant à côté de sa mère dans leur lit étroit. « C'est tout ce dont j'ai jamais eu besoin. » Mais en privé,
Nora savait que l'amour, aussi fort soit-il, pourrait ne pas être suffisant pour sauver la vie de sa mère. Elle avait 7 ans, travaillait illégalement pour acheter des médicaments pour une maladie qu'elle comprenait à peine, et le temps s'écoulait plus vite que ses petites mains ne pouvaient gagner de l'argent. Ce fut lors de l'un de leurs travaux de nettoyage dans un luxueux manoir que le destin interviendrait d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu anticiper. Alors que Nora travaillait silencieusement dans le grand foyer, organisant les fournitures et essayant d'ignorer l'opulence qui l'entourait, elle n'avait aucune idée qu'à l'étage vivait un homme qui cherchait depuis 7 ans la femme qui lui avait sauvé la vie et l'enfant qui portait son sang. Les rouages du destin étaient déjà en marche, réunissant 3 vies qui avaient été séparées par des circonstances indépendantes de leur volonté, mais connectées par un amour que ni le temps ni la distance ne pouvaient détruire. Chapitre 5 Quand les mondes se heurtent. Le manoir des Caldwell dominait sa colline comme un monument à tout ce que l'argent pouvait acheter et à rien de ce qu'il ne pouvait pas. Ethan se tenait dans son bureau au sol de marbre, examinant une perfection soignée qui ressemblait de plus en plus à une belle prison. 7 ans de recherche n'avaient abouti à rien d'autre qu'à une déception coûteuse et à la certitude grandissante que le succès ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. Chaque rapport de détective, chaque piste sans issue, chaque faux espoir l'avait rapproché d'accepter l'impossible. Lila avait disparu aussi complètement que si elle avait été invoquée par des rêves plutôt que secourue des tempêtes. Sa conférence téléphonique matinale avec Tokyo traînait sur des négociations complexes, mais la fin interrompit finalement la diplomatie. L'interphone bourdonna sa demande de café et de fruits à quiconque maintenait son vide immaculé aujourd'hui. 10 minutes plus tard, un léger coup précéda une entrée qui briserait entièrement son monde. Au lieu de l'efficacité familière de Madame Porter, un enfant apparut, des mains incroyablement petites serrant un plateau d'argent qui semblait conçu pour quelqu'un 2 fois sa taille. Peut-être qu'il est temps d'accepter qu'elle est partie, avait suggéré son assistante, Béatrice, gentiment la semaine dernière, le regardant se pencher sur un autre rapport de détective qui ne menait nulle part. Peut-être qu'il est temps d'essayer d'aller de l'avant. Mais Ethan ne pouvait pas aller de l'avant. Comment pourrait-il expliquer que chaque femme qu'il avait rencontrée au cours des 7 dernières années avait ressemblé à une pâle imitation de la vraie? Comment pourrait-il décrire la façon dont le toucher de Lila avait guéri quelque chose en lui qu'il n'avait même pas su qu'il était brisé? Comment pouvait-il faire comprendre à qui que ce soit qu'il avait trouvé son autre moitié et qu'il l'avait ensuite perdu, le laissant marcher à travers la vie en se sentant perpétuellement incomplet? Le bruit de l'équipe de nettoyage arrivant en bas interrompit ses pensées mélancoliques. C'était jeudi matin, ce qui signifiait que l'équipe de Sophia serait là pour maintenir l'état impeccable d'une maison qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Ethan avait appris à organiser son emploi du temps en fonction de leur visite, partant généralement pour le bureau avant qu'il n'arrive pour éviter le rappel que la vie des autres était construite autour de son confort. Mais ce matin était différent. Ce matin, il avait une conférence téléphonique importante avec Tokyo qui ne pouvait pas être reportée, ce qui signifiait qu'il travaillerait à la maison pendant que des étrangers se déplaceraient dans son espace comme des fantômes, maintenant sa belle vie vide. 2 heures après le début de sa conférence téléphonique, Ethan réalisa qu'il n'avait pas mangé depuis la veille au soir. Son estomac grogna de manière audible pendant un moment particulièrement calme dans la négociation, provoquant des rires embarrassés chez les autres participants. « Messieurs, faisons une pause de 15 minutes, annonça Ethan, coupant son microphone et s'éloignant du massif bureau en acajou qui avait appartenu à son grand-père. Il appuya sur le bouton de l'interphone qui le reliait à la cuisine, s'attendant à joindre Madame Porter, la gouvernante qui se coordonnait généralement avec les équipes de nettoyage. « Quelqu'un pourrait-il apporter du café et peut-être des fruits au bureau ?» demanda-t-il, puis retourna à feuilleter des contrats en attendant. 10 minutes plus tard, il y eut un léger coup à la porte de son bureau. « Entrez !» appela Ethan sans lever les yeux du document juridique étalé sur son bureau. La porte s'ouvrit avec la précision tranquille de quelqu'un qui essaie de ne pas déranger, et Ethan leva les yeux, s'attendant à voir le visage familier de Madame Porter. Au lieu de cela, il se retrouva à regarder une enfant. Une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, portant un plateau d'argent qui semblait bien trop lourd pour sa petite taille. « J'ai apporté votre café, monsieur », dit l'enfant d'une voix soigneusement polie, mais qui portait une tension sous-jacente qui parlait de quelqu'un qui essayait très fort de tout faire exactement bien. Le premier instinct d'Ethan fut la confusion. Que faisait un enfant avec son équipe de nettoyage? Mais alors que la petite fille s'avançait plus loin dans la pièce, se déplaçant avec des pas prudents et mesurés vers son bureau, quelque chose dans son visage coupa le souffle d'Ethan. Elle était belle de la manière dont les enfants sont beaux, quand ils se portent avec une dignité d'adulte. D'héritage mixte, avec une peau couleur café au lait et des cheveux foncés tirés en tresses soignées, mais ce furent ses yeux qui arrêtèrent complètement le cœur d'Ethan.
C'étaient ses yeux, la même nuance inhabituelle de vert gris qu'il avait hérité de sa grand-mère. Des yeux qui le regardaient depuis son miroir chaque matin. « Comment t'appelles-tu » demanda Ethan, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu, comme si parler trop fort pourrait effrayer cette vision impossible. « Nora, monsieur » répondit-elle, posant le plateau sur son bureau avec la précision prudente de quelqu'un à qui on avait enseigné que briser des choses chères avait des conséquences qu'elle ne pouvait pas se permettre. Nora. Le nom sembla résonner dans son esprit, comme quelque chose qu'il avait entendu dans des rêves. Ethan étudia son visage plus attentivement, notant le positionnement têtu de sa mâchoire qu'il reconnaissait sur ses propres photographies d'enfance, la façon dont elle tenait ses épaules en arrière avec fierté, malgré sa nervosité évidente. « Et quel âge as-tu, Nora » demanda-t-il, bien qu'il commençât à soupçonner qu'il connaissait déjà la réponse. « 7 ans, monsieur » répondit-elle, puis ajouta avec le genre de raisonnement d'adulte qui lui brisa le cœur, « mais je suis très responsable pour mon âge. Je ne casserai rien et ne causerai aucun problème. » 7 ans, le même laps de temps qui s'était écoulé depuis cette nuit dans les montagnes, quand il avait tenu l'amour dans ses bras, puis l'avait perdu à des forces hors de son contrôle. Le même laps de temps qu'il avait cherché une femme dont il voyait le visage reflété maintenant dans les traits de cet enfant remarquable. Ethan se leva lentement, son esprit tourbillonnant de possibilités qui semblaient trop incroyables pour y croire. « Nora, pourrais-tu me dire ?» Mais sa question fut interrompue par le son de verre brisé. La petite fille avait tendu la main vers ce qui semblait être une carte de visite qui était tombée du plateau, et dans sa nervosité, elle avait heurté un presse-papier en cristal que le père d'Ethan lui avait donné il y a des années. La pièce coûteuse se brisa contre le sol de marbre, envoyant des fragments tranchants se disperser à travers la pièce. Le visage de Nora devint blanc de terreur. « Oh non, je suis tellement désolée » murmura-t-elle, tombant immédiatement à genoux pour essayer de ramasser les morceaux brisés avec ses mains nues. « Ne touche pas » commença à la prévenir Ethan, mais il était trop tard. Un bord tranchant de cristal trancha sa petite paume, dessinant une ligne de sang rouge vif qui dégoûta sur le tapis perçant coûteux. L'instinct prit le dessus. Ethan se précipita autour de son bureau et s'agenouilla à côté de l'enfant, son cœur battant d'une fureur protectrice qui le surprit par son intensité. « Laisse-moi voir ta main » dit-il doucement, tendant la main vers sa paume blessée. Mais Nora retira sa main comme si son toucher l'avait brûlée, reculant à la débandade comme un animal blessé qui avait appris à ne pas faire confiance à la gentillesse humaine. « Non » dit-elle farouchement, pressant sa main ensanglantée contre sa petite poitrine. « Je n'ai pas besoin d'aide. Je peux me débrouiller seul. » Le rejet frappa Ethan comme un coup physique. Voilà cet enfant qui semblait pouvoir être sa fille. Blessée et en douleur, et elle rejetait son aide avec la même fière fierté dont il se souvenait d'une autre vie, d'une autre personne qui avait compté plus que sa propre respiration. « Nora, tu es blessée » dit Ethan, sa voix soigneusement douce, comme il le ferait avec une créature sauvage effrayée. « S'il te plaît, laisse-moi t'aider. J'ai une trousse de premiers secours juste ici dans mon bureau. » J'ai dit non, répéta Nora, bien que des larmes commençaient à se rassembler dans ses yeux vert-gris familiers. Ma maman dit qu'on n'accepte pas la charité des gens riches qui pensent que l'argent arrange tout. On se débrouille tout seul. Les mots frappèrent Ethan comme la foudre qui frappe au même endroit 2 fois. Quelque part au fond de son esprit, il entendit un écho d'une voix similaire, vit l'ombre d'une fierté similaire, sentit le fantôme d'une dignité similaire qui refusait d'être achetée ou condescendue. « Qui est ta mère, Nora » demanda Ethan, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, alors que des morceaux d'un puzzle impossible commençaient à s'assembler dans son esprit. Mais avant que Nora ne puisse répondre, la voix de Sophia l'appela depuis le couloir. « Nora, Mia, où êtes-vous ? Nous devons finir les chambres à l'étage. » Les yeux de Nora s'écarquillèrent de panique. « Je dois y aller » dit-elle rapidement, enveloppant sa main blessée dans le petit chiffon qu'elle gardait dans sa poche pour le nettoyage. « Je suis désolée pour votre truc en verre. Je le paierai d'une manière ou d'une autre. Je le promets. » Elle se dirigea vers la porte, mais la voix d'Ethan l'arrêta. « Nora, attends. » Elle se retourna, et pendant un instant, ils se regardèrent simplement, cet homme qui avait tout sauf ce qui comptait le plus, et cet enfant blessé qui n'avait rien sauf la dignité et la détermination. « Tu n'as pas à payer pour quoi que ce soit, » dit Ethan tranquillement. « C'était un accident. Et Nora, si jamais tu as besoin d'aide. Si toi ou ta mère avez besoin de quoi que ce soit. Tu peux toujours venir me voir. Tu comprends ? » Quelque chose clignota sur le jeune visage de Nora.
confusion, espoir, peur, et quelque chose d'autre qu'Ethan ne pouvait pas identifier. « Pourquoi nous aideriez-vous » demanda-t-elle. « Vous ne nous connaissez même pas, parce que je pense que tu pourrais être ma fille, pensa Ethan, mais ne put le dire. Parce que tu as mes yeux, et que ta mère pourrait être la femme que je cherche depuis le jour où j'ai perdu mon cœur. » Au lieu de cela, il dit simplement, parce que tout le monde mérite de l'aide quand il en a besoin. Nora étudia son visage pendant un long moment, comme si elle essayait d'y lire une vérité qu'elle ne pouvait pas tout à fait comprendre. Puis la voix de Sophia appela à nouveau, plus urgemment cette fois, et le sort fut brisé. « Je dois y aller » dit Nora à nouveau, et cette fois, Ethan la laissa partir, la regardant disparaître à travers la porte de son bureau comme une vision d'un rêve dont il ne pouvait pas tout à fait se souvenir. Après qu'elle fut partie, Ethan resta seul dans son bureau au sol de marbre, fixant les gouttes de sang sur son tapis perçant et sentant que l'univers venait de se déplacer autour de lui. Quelque part dans cette ville se trouvait une petite fille de 7 ans avec ses yeux et son menton têtu, une enfant qui parlait de sa mère avec la même férocité protectrice dont il se souvenait d'une autre époque, d'un autre endroit, d'une autre vie quand l'amour l'avait trouvée au milieu d'une tempête. Et si Nora était sa fille, alors quelque part là-bas se trouvait Lila. Son ange, son amour perdu, la femme qu'il n'avait jamais cessé de chercher. Ethan pressa sa main contre sa poitrine, où son cœur battait si fort qu'il pouvait le sentir contre ses côtes. Après 7 ans de recherche, après 7 ans de succès vides et de réalisations creuses, le destin venait de marcher dans son bureau, portant un plateau d'argent et saignant sur son tapis coûteux. La conférence téléphonique avec Tokyo fut oubliée alors qu'Ethan tendait la main vers son téléphone, ses mains tremblant alors qu'il composait le numéro de son meilleur enquêteur privé. Cette fois, il avait quelque chose de plus que des souvenirs et des rêves pour guider sa recherche. Cette fois, il avait de l'espoir. Chapitre 6. Fierté blessée. 3 jours d'obsession avaient transformé le bureau normalement impeccable d'Ethan en une salle de guerre d'enquête. Des rapports éparpillés sur des surfaces d'acajou où les résultats trimestriels avaient autrefois préséance. Des photographies de pistes potentielles remplaçant les documents de fusion. Les réunions du conseil d'administration devinrent des exercices de distraction, les négociations de plusieurs millions de dollars s'estompant en un bruit de fond sans signification. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était des yeux vert gris sur un visage d'enfant, une dignité têtue enveloppée dans des vêtements de seconde main. L'écho d'une voix qui parlait de fierté, apprise aux genoux d'une mère. Daniel Reed avait travaillé 24 heures sur 24 depuis l'appel frénétique d'Ethan, mais suivre un enfant qui existait dans l'économie invisible de la ville s'avérait d'une élusive exaspérante. Paiement en espèces. Travailleurs temporaires. Des gens qui servaient les riches sans jamais être vraiment vus. Ils habitaient un monde parallèle que les enquêtes conventionnelles avaient du mal à pénétrer. Samedi matin amena Ethan à son bureau, faisant semblant d'examiner des rapports tout en mémorisant en fait chaque visage d'enfant aperçu à travers ses fenêtres. Le carillon de la sonnette interrompit sa veille, et il répondit personnellement, s'attendant à des avis de livraison ou à des trivialités de voisinage. Au lieu de cela, il trouva Nora debout sur le pas de sa porte, sa petite main enveloppée dans ce qui semblait être un bandage propre mais évidemment réutilisé. Elle portait les mêmes vêtements simples que jeudi, mais ils avaient été soigneusement lavés et pressés, et ses cheveux étaient coiffés en tresses soignées qui témoignaient de quelqu'un qui était fier de son apparence malgré des ressources limitées. « Bonjour, monsieur » dit-elle avec la politesse prudente qui semblait être son mode par défaut lorsqu'elle traitait avec des adultes. « Je suis venu parler de payer pour le truc en verre que j'ai cassé. » Le cœur d'Ethan se mit immédiatement à battre la chamade. Elle était là, l'enfant qui hantait ses pensées, debout sur le pas de sa porte comme une réponse à des prières qu'il n'avait pas su comment prier. « Nora, dit-il, essayant de garder sa voix calme et accueillante. « S'il te plaît, entre. » Mais Nora secoua fermement la tête. « Maman dit qu'on n'entre pas dans les maisons d'étrangers, même quand ils ont l'air gentils. Je peux vous parler d'ici. » La mention de sa mère envoya une autre secousse dans le système d'Ethan. « Bien sûr, dit-il, sortant et fermant la porte derrière lui. « Comment va ta main ?» Nora baissa les yeux vers sa paume bandée. « C'est bien. Maman l'a bien arrangé. Elle sait tout sur la façon de soigner les gens. » Soigner les gens? Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Ethan avec une familiarité dévastatrice. Il se souvenait de mains douces soignant ses blessures, de l'odeur des herbes médicinales, d'une voix qui chantait la douleur et apportait la paix à une âme brisée. « Nora, dit Ethan avec soin, comment s'appelle ta mère ?» Les yeux de la petite fille devinrent immédiatement gardés. « Pourquoi voulez-vous savoir ? »
J'aimerais la remercier d'avoir élevé une fille aussi polie et responsable. Quelque chose dans l'expression de Nora s'adoucit au compliment fait à sa mère. Elle s'appelle Lila, dit-elle avec une fierté évidente. C'est la meilleure maman du monde entier. Elle travaille très dur pour prendre soin de nous. Lila. Le nom frappa Ethan comme un coup physique, confirmant ce que son cœur avait su dès le moment où il avait regardé pour la première fois cet enfant remarquable. C'était sa fille. La sienne, et la fille de Lila, conçue dans l'amour et élevée dans des circonstances qu'il ne pouvait supporter d'imaginer. Nora, dit Ethan, sa voix chargée d'une émotion qu'il luttait pour contrôler, à propos du presse-papier en cristal. J'ai calculé combien il coûte, l'interrompit Nora, tendant la main dans sa petite poche et en sortant un morceau de papier froissé. Je l'ai cherché à la bibliothèque. C'est un cristal Waterford, et les 9 coûtent $450. J'ai $37 d'économisés, donc il me manque $413 de plus pour vous rembourser. Ethan fixa le morceau de papier où Nora avait soigneusement écrit le calcul d'une écriture enfantine précise. L'idée que cet enfant de 7 ans ait recherché le coût de son presse-papier et qu'elle prévoyait de gagner d'une manière ou d'une autre plus de $400 pour le rembourser, était à la fois déchirante et exaspérante. Nora, tu n'as pas besoin de. J'ai besoin de le faire, dit-elle fermement. Maman dit toujours que quand on casse quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, il faut arranger les choses. Cela pourrait me prendre beaucoup de temps, mais je vous rembourserai chaque centime. Je le promets. La fierté farouche dans sa voix, la détermination dans ses yeux vert gris familiers, la mâchoire têtue. C'était comme se regarder dans une version féminine de lui-même à cet âge. Combiné à la dignité inébranlable de Lila, Ethan sentit son cœur se briser et s'envoler en même temps. Nora, écoute-moi, dit Ethan, s'agenouillant pour qu'il soit au niveau des yeux. Tu ne me dois rien. C'était un accident, et le presse-papier n'était pas si important pour moi. Tout dans votre maison a l'air important, répondit Nora d'un ton terre à accent grave terre, et $450, c'est important pour n'importe qui. C'est assez d'argent pour, elle s'arrêta brusquement, comme si elle avait été sur le point de révéler quelque chose qu'elle n'était pas censée dire. Assez d'argent pour quoi, demanda Ethan doucement. Les yeux de Nora se remplirent de larmes qu'elle essayait de ne pas verser. Rien. C'est assez d'argent pour beaucoup de choses, c'est tout. Mais Ethan pouvait voir la vérité sur son jeune visage, pouvait lire le désespoir qu'elle essayait si fort de cacher. $450, c'était probablement plus d'argent que cet enfant n'avait jamais vu en un seul endroit. De l'argent qui pourrait résoudre des problèmes. Il commençait seulement à comprendre. Nora, et si je te disais que tu pourrais gagner cet argent en m'aidant avec certaines choses ici? Des choses simples, rien de dangereux ou de trop difficile pour quelqu'un de ton âge. L'espoir qui traversa le visage de Nora fut immédiatement remplacé par de la suspicion. Quel genre de choses? Eh bien, dit Ethan, pensant rapidement. J'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque qui ont besoin d'être organisés, et mon jardin pourrait avoir besoin de quelqu'un pour aider à planter des fleurs. Peut-être pourrais-tu m'aider avec du courrier. Tu as l'air très intelligente, et je parie que tu as une belle écriture. Pendant un instant, les yeux de Nora s'illuminèrent de la possibilité. Ethan pouvait l'avoir calculé dans sa tête, déterminer combien d'heures de travail il faudrait pour gagner l'argent dont elle avait besoin. Mais ensuite son expression se referma à nouveau, et elle fit un pas en arrière. Ce n'est pas vraiment du travail, dit-elle tranquillement. C'est de la charité déguisée en travail. Maman dit que les gens riches essaient parfois d'aider en inventant de faux emplois, mais c'est toujours de la charité, et la charité blesse la dignité des gens. Ethan se sentit comme s'il avait été giflé. Nora, je n'essayais pas de. Si, vous l'essayez, dit-elle avec une certitude calme qui était dévastatrice dans sa justesse. Vous avez pitié de moi parce que je suis pauvre, et j'ai cassé votre truc cher. Mais avoir pitié de quelqu'un n'est pas la même chose que le respecter. La sagesse dans ces mots, venant de la bouche d'un enfant de 7 ans, laissa Ethan sans voix. Il pouvait voir Lila dans chaque syllabe, pouvait entendre sa voix enseignant à leur fille que la dignité avait plus de valeur que l'argent, que le respect de soi ne pouvait être acheté, vendu ou donné comme charité. Tu as raison, dit Ethan finalement. J'essayais d'aider, mais je m'y prenais mal. Je suis désolé. Nora hocha gravement la tête, acceptant ses excuses avec la grâce de quelqu'un de bien plus âgé que son âge. C'est bon. La plupart des gens riches ne comprennent pas la dignité. Maman dit que ce n'est pas de leur faute, ils n'ont jamais eu à l'apprendre. Ta mère a l'air très sage, dit Ethan,
le cœur lui faisant mal d'amour et de perte, et du besoin désespéré de trouver la femme qui avait élevé cet enfant extraordinaire. Elle l'est, acquiesça Nora. Elle dit qu'être pauvre ne te rend pas moins que n'importe qui d'autre, et qu'être riche ne te rend pas plus que n'importe qui d'autre. Nous sommes tous juste des gens qui essaient de trouver comment être bons les uns envers les autres. Ethan sentit des larmes menacées de déborder. Cet enfant. Sa fille. Citer une philosophie qui aurait pu venir des plus grands maîtres du monde, une sagesse que sa mère lui avait inculquée malgré des circonstances qui auraient brisé des esprits moindres. Nora, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Est-ce que tu me raconterais à propos de ta mère? Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle aime? Si elle est. Si elle est heureuse. Quelque chose clignota sur le visage de Nora. Une ombre d'inquiétude, de peur, de secret trop lourd pour de si petites épaules. Pourquoi voulez-vous savoir à propos de ma maman? Parce qu'elle pourrait être la femme que j'ai aimée pendant 7 ans, pensa Ethan. Parce que tu pourrais être ma fille, et elle pourrait être l'autre moitié de mon âme que je cherche depuis le jour où je l'ai perdue. Mais il ne pouvait rien dire de tout cela à un enfant de 7 ans qui portait déjà trop de responsabilités pour son jeune âge. Parce que quiconque a pu élever une fille comme toi doit être assez spécial, dit-il à la place. Le sourire de Nora fut la première expression complètement ouverte qu'Ethan avait vue de sa part. Elle est spéciale. C'est la personne la plus belle, la plus intelligente, la plus gentille du monde entier. Elle travaille très dur, et elle ne se plaint jamais. Et elle me raconte des histoires chaque soir qui font que tout semble aller bien, même quand les choses sont effrayantes. Et est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Heureuse? Le sourire s'effaça du visage de Nora, remplacé par une inquiétude qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. Elle est beaucoup fatiguée, dit Nora tranquillement. Elle essaie de le cacher, mais je peux le voir. Et parfois, elle tousse d'une manière qui a l'air mauvaise. Mais elle dit qu'elle va bien, et je dois la croire. Sa voix se perdit. Parce que quoi? Parce que si quelque chose arrivait à maman, je ne sais pas ce qui m'arriverait, murmura Nora, son calme soigneusement maintenu se fissurant finalement un peu. Le cœur d'Ethan se brisa complètement. Voilà sa fille, essayant de sauver la vie de sa mère avec $37 et une détermination qui aurait pu déplacer des montagnes si l'amour seul pouvait guérir la maladie. Nora, dit-il d'un ton pressant. Si ta mère est malade, il y a des médecins qui pourraient l'aider. De bons médecins qui. Les médecins coûtent de l'argent qu'on n'a pas, le coupa Nora, ses défenses se remettant en place. Et je vous ai déjà dit qu'on n'accepte pas la charité. Ce ne serait pas de la charité, dit Ethan désespérément. Ce serait le paiement pour avoir cassé mon presse-papier. Oui, c'est ça. Le presse-papier était en fait un héritage de famille, très précieux, qui vaut beaucoup plus que $450. Donc en fait, tu me dois assez pour que je puisse payer les soins médicaux de ta mère, et nous serions à égalité. Mais Nora secouait déjà la tête, voyant à travers sa tentative maladroite de tromperie, avec les yeux clairs d'un enfant qui avait appris à ne pas faire confiance quand les choses semblaient trop belles pour être vraies. Vous mentez, dit-elle simplement. Vous êtes gentil, mais vous mentez. Et maman dit que même les gentils mensonges font mal aux gens à la fin. Sur ce, elle se tourna et commença à marcher sur la longue allée qui s'éloignait du manoir d'Ethan et retournait aux circonstances désespérées qui l'avaient amené à sa porte en premier lieu. Nora, attends! Cria Ethan après elle, mais elle ne se retourna pas. Il resta là, regardant sa fille s'éloigner, portant des secrets et des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait supporter, protégé par une fierté qu'il reconnaissait comme sa plus grande force et le mur qui l'empêchait de l'aider. Pour la première fois en 7 ans, Ethan savait exactement où était sa place. Mais savoir et atteindre étaient deux choses différentes, et la distance entre son monde et le leur ressemblait à un océan qu'il ne savait pas comment traverser. Chapitre 7. Des cœurs en quête. L'enquête d'Ethan le consumait avec l'intensité d'un homme qui faisait une course contre le temps qu'il ne pouvait pas mesurer. Son bureau se transforma en centre de contrôle de mission pour la recherche la plus importante de sa vie. Les rapports de Daniel Reed couvraient les surfaces où les stratégies d'affaires avaient autrefois régné, des photographies de possibilités, éparpillées comme des prières sur le bois poli. Le service de nettoyage a confirmé qu'une enfant nommée Nora travaille occasionnellement avec l'équipe de Sofia Rivera, rapporta Daniel lors de leur briefing du mardi. Mais les opérations en espèces protègent la vie privée des travailleurs. Beaucoup sont des sans-papiers ou évitent complètement les systèmes officiels. Le va-et-vient d'Ethan usait des sillons dans le tapis coûteux. Les établissements médicaux.
Si l'enfant a raison au sujet de la maladie de sa mère, vérifiez chaque hôpital, clinique et service d'urgence. Pas de Lila Thompson enregistré, mais la pauvreté force les gens à se tourner vers les soins d'urgence qui ne conservent qu'une documentation minimale, répondit Daniel. La pensée de Lila, son ange, son amour perdu, souffrant sans soins médicaux appropriés pendant qu'il vivait dans le luxe, rendait Ethan physiquement malade. Combien de nuits avait-elle veillé en toussant pendant qu'il dormait dans son lit king size dans son manoir à température contrôlée? Combien de fois s'était-elle inquiétée de l'argent pour les médicaments pendant qu'il dépensait plus pour un seul dîner que la plupart des gens ne gagnaient en un mois? Monsieur, dit doucement Daniel, je dois vous demander, êtes-vous certain que cet enfant est le vôtre? Je veux dire, les yeux verts ne sont pas si rares, et les enfants ressemblent parfois à des personnes qui n'ont aucun lien de parenté avec eux. Ethan cessa de faire les 100 pas et regarda l'enquêteur avec des yeux qui contenaient 7 ans de recherche et de désir. Daniel, je cherche Lila Thompson depuis le jour où je l'ai perdue. Je n'ai jamais oublié son visage, sa voix, la façon dont elle se déplaçait dans le monde avec tant de grâce et de dignité. Cet enfant, Nora, a la fierté de Lila, sa force, sa façon de voir la vérité des choses. Et elle a mes yeux, mon menton têtu, les pommettes de ma grand-mère. Elle a 7 ans, ce qui signifie qu'elle a été conçue à peu près au moment où. Il s'arrêta, incapable de terminer la phrase qui rendrait sa douleur privée publique. Je comprends, monsieur, dit Daniel tranquillement. Nous continuerons de chercher. J'ai des contacts dans les refuges pour sans-abri, les soupes populaires, les organisations caritatives. Si elle est quelque part dans le système, nous la trouverons. Mais même si Ethan hochait la tête en signe d'accord, une partie de lui s'inquiétait que Lila et Nora existaient dans les espaces entre les systèmes, dans le monde invisible des gens qui survivaient en restant inaperçus, non enregistrés, non aidés par les institutions même conçues pour les aider. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à la mission Saint-Agnès, Nora découvrait que garder des secrets de quelqu'un qui vous aimait était bien plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle était revenue de sa visite au manoir d'Ethan, l'esprit tourbillonnant de la rencontre, son cœur confus par des émotions trop complexes pour sa compréhension de 7 ans. L'homme, Ethan Caldwell. Elle avait appris son nom sur la plaque de son bureau. Avait été différent de tous les riches qu'elle avait jamais imaginés. Il avait été gentil, vraiment gentil, pas la fausse gentillesse condescendante que les adultes montraient parfois aux enfants qu'ils prenaient en pitié. Quand elle s'était coupé la main, l'inquiétude dans ses yeux avait été réelle, immédiate, protectrice d'une manière qui lui rappelait la façon dont sa mère la regardait quand elle était blessée. Mais c'était plus que la gentillesse qui avait déstabilisé Nora. Il y avait eu quelque chose sur le visage d'Ethan quand il la regardait, quelque chose qui la faisait se sentir reconnue d'une manière qu'elle n'avait jamais vécue auparavant. C'était comme s'il l'avait cherchée spécifiquement, comme si sa présence avait répondu à une question qu'il portait en lui. « Comment s'est passé le travail aujourd'hui, mon ange ?» demanda Lila lorsque Nora revint dans leur petite section du refuge, sa voix chaleureuse malgré l'épuisement qui semblait être sa constante compagnie maintenant. « C'était bien, maman » répondit Nora automatiquement, mais quelque chose dans sa voix devait être différent parce que Lila la regarda de plus près. « Juste bien ? Tu as l'air pensive aujourd'hui, comme si tu portais quelque chose de lourd dans ton esprit. » Nora se blottit contre sa mère sur leur étroit lit de camp, respirant le parfum familier des herbes et de la guérison qui entourait toujours Lila malgré leurs humbles circonstances. Elle voulait parler à sa mère d'Ethan, de la reconnaissance étrange qu'elle avait ressentie, de la façon dont il avait essayé d'aider et de la façon dont elle avait rejeté sa charité, exactement comme Lila lui avait appris à le faire, mais elle sentait aussi que parler d'Ethan bouleverserait sa mère d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre, soulèverait des conversations et des révélations que son moi de 7 ans n'était pas prêt à gérer. « Maman, dit-elle à la place, est-ce que je peux te poser une question sur mon papa ?» Les mains de Lila, qui avait doucement caressé les cheveux de Nora, s'immobilisèrent un instant. « Que voudrais-tu savoir, ma puce ? À quoi il ressemblait ? Est-ce qu'il avait des yeux comme les miens ? » Lila resta silencieuse si longtemps que Nora se demanda si elle s'était endormie. Quand elle parla enfin, sa voix était douce de mémoire et de douleur. « Oui, mon ange, il avait des yeux exactement comme les tiens, de beaux yeux vert gris qui semblaient voir directement dans le cœur des gens, et il avait des mains fortes qui étaient douces quand elles te touchaient, et un sourire qui te faisait te sentir comme si tu étais la personne la plus importante du monde. Est-ce que tu penses qu'il pense jamais à nous ? Je sais qu'il le fait, dit Lila avec une certitude tranquille. Il nous aimait beaucoup, Nora. Parfois, l'amour ne suffit pas à surmonter les circonstances qui séparent les gens, mais cela ne rend pas l'amour moins réel. S'il nous aimait, pourquoi n'est-il pas revenu ?
Lila serra sa fille plus près d'elle, son cœur se brisant sous le poids des questions auxquelles elle ne pouvait pas entièrement répondre. Parfois, la vie se complique d'une manière qui n'a rien à voir avec l'amour. Ma chérie, ton père était un homme bon qui s'est retrouvé dans une situation impossible. Je dois croire que s'il avait pu revenir, il l'aurait fait. Nora absorba cela de la manière que les enfants le font, rangeant des informations qu'elle comprendrait plus pleinement en grandissant. Mais une chose était claire dans son jeune esprit. Son père était quelqu'un qui devait manquer, pas être ressentiment, quelqu'un dont l'absence était une tragédie plutôt qu'un abandon. Maman, et si quelqu'un voulait nous aider? Vraiment nous aider, pas seulement de la charité, est-ce que tu les laisserais faire? L'atout de Lila, qui s'était progressivement aggravé au cours des dernières semaines, choisit ce moment pour secouer son corps. Elle essaya de l'étouffer dans son oreiller, mais Nora put voir les taches de sang sur le tissu quand sa mère pensait qu'elle ne regardait pas. « Ma puce, nous nous aidons nous-mêmes », dit Lila quand l'atout se calma. C'est ainsi que nous maintenons notre dignité et notre force. Nous n'avons pas besoin de la pitié ou des aumônes de quelqu'un d'autre. Mais si la personne qui veut t'aider ne le faisait pas par pitié? Et s'il le faisait parce que... Nora lutta pour trouver des mots pour des sentiments qu'elle ne comprenait pas entièrement. Et s'il le faisait parce qu'il reconnaissait quelque chose? Une infirmière? Le souffle de Lila se coupa, et elle se tourna pour regarder sa fille avec des yeux qui semblèrent soudainement très alertes malgré sa maladie. Nora, pourquoi poses-tu ces questions? Est-ce que quelque chose s'est passé aujourd'hui dont tu ne m'as pas parlé? Pendant un instant, Nora était au bord de la confession. Elle aurait pu parler à sa mère d'Ethan, de la façon dont il l'avait regardée, comme s'il l'avait cherché toute sa vie, de la gentillesse dans sa voix quand il avait dit son nom, de la manière désespérée dont il avait voulu les aider. Mais ensuite, elle se souvint de la fierté de sa mère, des leçons sur la dignité qui lui avaient été inculquées depuis la naissance, de la façon dont le visage de Lila se fermait chaque fois que le sujet de la charité ou de la pitié se présentait. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de voir de la déception ou de la honte dans les yeux de sa mère. Non, maman, mentit-elle, les mots ayant un goût amer dans sa bouche. Je me demandais juste, c'est tout. Mais Lila ne fut pas dupée. Elle avait élevé cet enfant remarquable, l'avait vu grandir d'un nourrisson à une jeune personne avec une sagesse au-delà de son âge. Elle savait quand Nora retenait des choses, savait quand sa fille portait des secrets qui étaient trop lourds pour de si petites épaules. Mon ange, dit doucement Lila, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Quoi que ce soit, quoi qu'il soit arrivé, nous l'affronterons ensemble. Nora hocha la tête, mais elle ne put se résoudre à révéler la vérité. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle avait rencontré un homme qui lui faisait ressentir des choses pour lesquelles elle n'avait pas de mots, qui la regardait avec reconnaissance et désir, qui avait des yeux de la même couleur que les siens et semblait porter une tristesse qui correspondait à ce qu'elle voyait parfois sur le visage de sa mère. Au lieu de cela, elle se blottit plus près de Lila et écouta la respiration laborieuse de sa mère, comptant chaque souffle comme une prière et souhaitant désespérément que l'amour seul puisse guérir la maladie qui lui volait lentement sa mère. Cette nuit-là, alors que Nora restait éveillée, écoutant le sommeil agité de sa mère, elle prit une décision qui aurait des conséquences qu'aucune d'elles ne pouvait imaginer. Demain, elle retournerait au manoir d'Ethan Caldwell. Non pas pour demander la charité, non pas pour accepter son aide, mais pour regarder dans ses yeux vert gris familiers et essayer de comprendre pourquoi le fait de le rencontrer avait été comme trouver un morceau d'elle-même dont elle n'avait pas su qu'il manquait. De l'autre côté de la ville, Ethan se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant les lumières d'une ville qui contenait son cœur quelque part dans sa vaste obscurité. Quelque part là-bas se trouvait une femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer et un enfant qui portait son sang et l'esprit incassable de sa mère. Demain, il les trouverait. Demain, il commencerait à rattraper 7 ans de séparation et de silence. Demain, il ramènerait sa famille à la maison. Chapitre 8. Le poids de la vérité arriva par fragments, murmuré à travers le sommeil agité de Nora, des morceaux d'un puzzle que le cœur de Lila avait assemblé sans la permission de son esprit. L'aube la trouva en train de regarder le visage paisible de sa fille tout en se débattant avec des possibilités impossibles qui semblaient trop miraculeuses pour être réelles. Des yeux verts comme les miens, avait murmuré Nora dans ses rêves. Un homme gentil voulait t'aider. Ethan. Le nom brisa 7 ans d'espoir soigneusement maintenu, envoyant des ondes de choc à travers le système de Lila qui n'avait rien à voir avec sa maladie. Ethan, l'homme qui avait promis de revenir. Qui avait disparu si complètement, qu'elle s'était parfois demandé si l'amour de la tempête n'avait été qu'un simple rêve fiévreux. Le destin pouvait-il être si précisément cruel et gentil?
L'homme que Nora avait rencontré pendant son travail désespéré pouvait-il être le même Ethan qui avait donné à Lila l'amour, un but, et la précieuse enfant dormant à ses côtés? Les détails s'alignaient avec une clarté dévastatrice. Un homme d'affaires riche dans un manoir. Quelqu'un qui avait regardé Nora avec une reconnaissance inexplicable. Des yeux de la même teinte que le regard hérité de leur fille. Était-ce possible? L'homme que Nora avait rencontré pendant son travail de nettoyage pouvait-il être le même Ethan qui avait tenu Lila dans ses bras pendant cette nuit déchirée par la tempête il y a 7 ans? Le timing semblait trop parfait, trop similaire au genre de miracle qui se produit dans les histoires mais jamais dans la vraie vie. Mais alors que Lila restait là dans l'obscurité d'avant l'aube, des morceaux commencèrent à se mettre en place avec une clarté dévastatrice. La description de Nora d'un homme riche qui vivait dans un manoir, qui avait essayé de l'aider avec une gentillesse authentique plutôt qu'une charité condescendante. Un homme qui avait regardé sa fille avec reconnaissance, qui avait des yeux vert gris, la même teinte inhabituelle que ceux de Nora. Le plus révélateur de tout était la réaction de Nora à son égard. Sa fille, qui se méfiait naturellement des étrangers et protégeait farouchement leur dignité, avait parlé de cet homme avec une confusion qui suggérait qu'elle avait ressenti une connexion qu'elle ne pouvait pas comprendre. C'était comme si une partie d'elle l'avait reconnu, même si elle ne l'avait jamais vu de sa mémoire consciente. Les mains de Lila tremblèrent alors qu'elle tirait son mince châle plus étroitement autour de ses épaules. Si cet Ethan était son Ethan, alors il était aussi le père de Nora, le père qui n'avait jamais su que sa fille existait, qui les avait cherchés alors qu'elle luttait pour survivre à seulement quelques kilomètres de son monde luxueux. L'ironie était si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Pendant qu'elle avait été bannie de son village pour avoir porté son enfant, pendant qu'elle avait donné naissance dans un refuge de charité et élevé leur fille dans la pauvreté, Ethan avait vécu dans la richesse et le confort, ne sachant jamais que son amour avait créé le cadeau le plus précieux du monde. Mais à côté de l'espoir qui menaçait de la submerger vint une peur si profonde qu'elle lui serra la poitrine avec plus que sa seule maladie. Que ferait Ethan quand il apprendrait la vérité? Allait-il essayer de lui enlever Nora, affirmant que sa richesse pourrait offrir de meilleures opportunités que son amour? Allait-il voir leur fille comme un rappel gênant d'un passé qu'il préférait oublier? Et peut-être le plus terrifiant de tout, qu'arriverait-il à Nora si la maladie de Lila l'emportait avant qu'elle ne puisse assurer l'avenir de sa fille? Vaudrait-il mieux pour Nora de connaître son père et de potentiellement perdre sa mère, ou de rester ignorante de sa filiation et de faire face à un avenir incertain dans le système de placement familial? L'atout de Lila, qui s'était progressivement aggravé au cours des dernières semaines, choisit ce moment pour secouer son corps de spasmes qui la laissait haletante et lui faisait sentir le goût du sang. Elle pressa son visage dans son oreiller pour étouffer le son, ne voulant pas réveiller Nora. Mais elle pouvait sentir sa force s'amenuiser chaque jour qui passait. La vérité devenait impossible à ignorer. Elle était en train de mourir. La tuberculose qu'elle combattait avec des herbes, des prières et une détermination têtue était en train de gagner, et à moins qu'elle ne reçoive un traitement médical approprié bientôt, Nora serait laissée seule dans le monde. Alors que l'aube se levait sur la ville, peignant les fenêtres du refuge d'une lumière dorée pâle, Lila prit une décision qui allait tout changer. Elle devait trouver un moyen de contacter Ethan, de lui parler de leur fille, de donner à Nora la chance de connaître son père avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment une femme vivant dans un refuge de charité pouvait-elle joindre un homme d'affaires riche qui vivait probablement derrière des portes et des systèmes de sécurité conçus pour garder les gens comme elle à distance? Comment pouvait-elle lui prouver qu'elle était la femme qu'il avait connue il y a 7 ans, que leur fille était vraiment son enfant? Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ethan faisait face à son propre moment de terrible clarté. Il avait passé la nuit à parcourir les rapports d'enquête, étudiant chaque photographie et document que son équipe avait compilé, et la preuve devenait indéniable. Nora était sa fille, et Lila était quelque part dans cette ville, se débattant avec des circonstances qu'il avait été trop privilégié pour imaginer. La percée était venue d'une source improbable. Madame Porter, sa gouvernante, avait mentionné en passant que l'équipe de nettoyage de Sofia engageait souvent des aides de la mission Saint-Agnès, un refuge du centre-ville qui servait les familles sans abri et les mères célibataires en crise. Pauvre petite chose, Madame Porter avait dit quand Ethan avait demandé à propos de Nora, Sofia dit que l'enfant travaille plus dur que la plupart des adultes, ne se plaint jamais, envoie toujours son argent à sa mère malade à la maison. Ça vous brise le cœur, vraiment, de voir quelqu'un d'aussi jeune porter de si lourds fardeaux. Mission Saint-Agnès. Ethan était passé devant le bâtiment d'innombrables fois sans jamais vraiment le voir. L'une de ces institutions invisibles qui servait la population oubliée de la ville. Maintenant, cela prenait une signification qui lui serrait la poitrine d'émotion et de regret. Sa fille, sa chair et son sang,
vivait dans un refuge pour sans-abri pendant qu'il dormait dans un manoir avec des chambres qu'il n'utilisait jamais. La femme qu'il avait aimée complètement, la femme qu'il avait cherchée avec un désespoir croissant, luttait pour sa survie pendant qu'il assistait à des galas de charité et se plaignait du vide de son existence privilégiée. Le téléphone d'Ethan sonna, interrompant ses pensées torturées. La voix de Daniel arriva avec la satisfaction épuisée de quelqu'un qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. « Monsieur, je l'ai trouvé. » Lila Thompson, 31 ans, résidant actuellement à la mission Saint-Agnès avec sa fille de 7 ans, Nora. Elle y est depuis plus de 6 ans, occupant des emplois à temps partiel lorsque sa santé le permet. Aucune trace du père de l'enfant sur aucun document officiel. Le cœur d'Ethan battait si fort qu'il pouvait à peine entendre les mots de Daniel. « Est-ce qu'elle est? Comment va-t-elle? Monsieur, je dois être honnête avec vous. Les informations du personnel du refuge sont qu'elle n'est pas bien. Tout chronique, perte de poids significative, tous les signes de quelqu'un qui se bat contre une maladie grave sans soins médicaux appropriés. Il s'inquiète pour elle, surtout avec l'hiver qui arrive. » La pièce sembla tourner autour d'Ethan alors que tout le poids de la situation le frappait. Lila, son ange, son amour perdu, était en train de mourir pendant qu'il vivait dans le luxe. Leur fille travaillait sur des emplois illégaux pour essayer de sauver la vie de sa mère pendant qu'il se plaignait de la futilité de sa richesse. « Daniel, » dit Ethan, sa voix chargée d'émotion. « J'ai besoin que vous découvriez tout sur son état, quel genre de soins médicaux elle a besoin, quel médecin se spécialise dans sa maladie, ce qu'il en coûterait pour lui offrir le meilleur traitement disponible. Monsieur, avez-vous l'intention de... » J'ai l'intention de lui sauver la vie, interrompit Ethan, et ensuite, je vais passer le reste de ma vie à rattraper 7 ans de non-présence quand ils avaient besoin de moi. Mais même en prononçant ces mots, Ethan savait que la situation était bien plus compliquée que de simplement jeter de l'argent sur le problème. Le rejet farouche de sa charité par Nora lui avait montré que la dignité était plus importante pour cette famille que l'aide financière. Il ne pouvait pas simplement faire irruption dans leur vie avec sa richesse et s'attendre à être accueilli comme un sauveur. Il avait besoin d'un plan, d'un moyen de les aider qui préserve leur fierté tout en s'assurant qu'ils reçoivent les soins et le soutien dont ils avaient désespérément besoin. Plus important encore, il avait besoin de trouver un moyen de dire à Lila qu'il n'avait jamais cessé de la chercher, que la perdre avait été la plus grande tragédie de sa vie, qu'il était prêt à passer l'éternité à rattraper les circonstances qui les avaient séparés. Alors qu'Ethan était assis dans son bureau au sol de marbre, entouré des attraits du succès qui semblaient dénués de sens comparé à la famille qu'il avait trouvée, perdue et retrouvée, il commença à formuler un plan qui exigerait toute son intelligence d'affaires et chaque once de son amour. Il commencerait par s'assurer que Lila reçoive les soins médicaux dont elle avait besoin. Mais il le ferait d'une manière qui préserve sa dignité et son indépendance. Il trouverait un moyen de soutenir l'éducation et l'avenir de Nora sans qu'elle se sente comme une affaire de charité. Et surtout, il trouverait un moyen de regagner l'amour de la femme qui avait sauvé sa vie et lui avait donné le plus grand cadeau de tous, une fille qui portait leurs deux forces et tout leur amour. La pensée de revoir Lila, de la regarder dans les yeux et de lui dire qu'il ne l'avait jamais oubliée, qu'il l'avait cherchée depuis le jour où il l'avait perdue, fit trembler les mains d'Ethan d'anticipation et de terreur. Et si elle ne l'aimait plus? Et si 7 ans de lutte et de déception avaient tué les sentiments qu'ils avaient partagés? Et si elle lui en voulait de ne pas l'avoir trouvée plus tôt, de ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de lui? Mais plus fort que sa peur était son amour. Un amour qui avait survécu à 7 ans de séparation et survivrait à tous les défis à venir. Il avait trouvé sa famille, et rien. Ni la fierté, ni la peur, ni les vastes différences dans leurs circonstances ne l'empêcherait de se battre pour eux avec tout ce qu'il avait. Demain, il commencerait la négociation la plus importante de sa vie, regagner les cœurs de la femme et de l'enfant qui lui avaient toujours appartenu, même quand il ne savait pas qu'elle existait. Chapitre 9. Des anges déguisés les miracles, Lila l'avait appris, arrivaient parfois déguisés en de simples matins de mardi. L'aube apporta la symphonie familière des bruits du refuge. Des prières murmurées, des toux étouffés, le bruissement des vies vécues dans un désespoir communautaire. Mais lorsque sœur Margaret s'approcha avec une excitation inhabituelle illuminant ses traits burinés, la trajectoire de la journée se déplaça vers l'impossible. « Ma fille, j'ai reçu l'appel le plus extraordinaire », commença sœur Margaret, s'installant à côté du lit de camp de Lila avec un enthousiasme à peine contenu. L'hôpital général Grèce a lancé un programme révolutionnaire, des soins respiratoires complets pour les familles non assurées, entièrement financés par un bienfaiteur anonyme. Le scepticisme automatique de Lila s'activa.
Ces temps de promesses non tenues lui avaient appris à se méfier des bonnes nouvelles qui semblaient trop parfaites. Ma sœur, des programmes comme ça ont toujours des conditions. Aucune condition. Le docteur Emily Wong, leur chef de service pulmonaire, veut te voir aujourd'hui. Le transport, le diagnostic, le traitement, le suivi. Tout est couvert. Le donateur a spécifiquement demandé d'aider les mères célibataires avec des enfants. La précision de cette description fit s'accélérer le pouls de Lila. Pas n'importe quelle mère célibataire avec des enfants, quelqu'un qui comprenait leurs circonstances exactes, leur vulnérabilité spécifique. Hier soir, j'ai reçu un appel de l'hôpital général Grèce, continua sœur Margaret, sa voix porteuse d'une excitation qui fit que Lila prêta plus d'attention. Ils ont un nouveau programme pour traiter les patients non assurés avec des maladies respiratoires graves, entièrement financé par un donateur anonyme. Pas de questions posées, pas de paperasse au-delà des informations médicales de base. Ma sœur, cela semble trop beau pour. C'est réel, Lila. J'ai parlé avec le docteur Emily Wong, la chef de leur service pulmonaire. Elle veut te voir aujourd'hui, dès que possible. Ils fourniront le transport, un bilan diagnostic complet, un plan de traitement, tout. Le cœur de Lila commença à s'emballer, l'espoir et la peur rugissant dans sa poitrine. Quelle est la trappe? Il y a toujours un attrape avec ces programmes. Il n'y a pas d'attrape, dit sœur Margaret, sa propre voix chargée d'émotion. Juste quelqu'un avec des moyens et du cœur qui veut aider les gens à obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin. Le docteur Wong a dit que le donateur était très précis. Ils veulent aider les familles avec des enfants, surtout les mères célibataires qui luttent pour survivre. C'était comme si l'univers avait entendu les prières désespérées de Nora et avait décidé d'intervenir. Lila ferma les yeux et essaya de traiter la possibilité que sa fille n'ait finalement pas à regarder sa mère mourir. Mais Nora, dit Lila soudainement, la panique remplaçant l'espoir. Je ne peux pas la laisser seule ici et je ne peux pas l'emmener dans un hôpital où elle pourrait être exposée à, déjà arrangé, l'interrompit sœur Margaret avec un sourire. Il y a un excellent programme de garde d'enfants à l'hôpital pour les familles qui reçoivent un traitement. Des activités éducatives, des repas appropriés, supervisés par un personnel qualifié. Nora sera en sécurité et prise en charge pendant que tu obtiens l'aide dont tu as besoin. 2 heures plus tard, Lila se retrouva assise dans l'établissement médical le plus luxueux qu'elle ait jamais vu. La nouvelle aile du Grèce général était impeccable et moderne, avec des œuvres d'art au mur et un mobilier confortable qui donnait l'impression d'être dans un hôtel haut de gamme plutôt qu'à l'hôpital. Le personnel la traitait avec un respect et une gentillesse qui la faisaient se demander si tout cela n'était pas un rêve élaboré. Le docteur Emily Wong était une petite femme efficace d'une 40aine d'années, dont la compétence était immédiatement évidente dans tout, de sa poignée de main ferme à la façon dont elle examinait les symptômes de Lila avec une attention ciblée. D'après ce que sœur Margaret m'a dit lors de mon examen préliminaire, je suis presque certaine que vous avez la tuberculose, dit le docteur Wong sans mâcher ses mots. La bonne nouvelle, c'est que la tuberculose est entièrement guérissable avec un traitement approprié. La nouvelle plus difficile, c'est que vous combattez cette infection depuis des mois sans médicaments, ce qui signifie que votre corps est gravement affaibli. Combien de temps durera le traitement, demanda Lila, son esprit se tournant immédiatement vers des préoccupations pratiques. J'ai une fille qui dépend de moi, et je ne peux pas me permettre d'être loin de mon travail pour. Mademoiselle Thompson, l'interrompit doucement le docteur Wong. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Sans traitement, cette maladie vous tuera d'ici quelques mois. Avec un traitement, vous pouvez espérer une guérison complète et vivre une vie normale et saine. Le choix n'est pas entre la commodité et les désagréments, c'est entre la vie et la mort. Ces mots frappèrent Lila comme un coup physique. Elle savait qu'elle était malade, avait senti sa force s'amenuiser de jour en jour, mais entendre la réalité énoncée si crûment la rendait impossible à ignorer. La phase initiale du traitement vous obligera à rester ici pendant environ 2 semaines, poursuivit le docteur Wong. Nous devons maîtriser votre infection et nous assurer que vous n'êtes pas contagieuse avant que vous puissiez retourner en contact étroit avec votre fille. Après cela, vous prendrez des médicaments par voie orale pendant environ 6 mois, avec des examens de contrôle réguliers pour surveiller vos progrès. 2 semaines, répéta Lila, l'esprit en ébullition. Je ne peux pas me permettre 2 semaines à l'hôpital. Je n'ai pas d'assurance. Je ne peux pas payer. Mademoiselle Thompson, s'il vous plaît, écoutez-moi, dit fermement le docteur Wong. Ce programme couvre tout. Le séjour à l'hôpital, les médicaments, les soins de suivi, même les repas et le logement pour votre fille.
Le donateur qui a créé ce programme a été très précis. Aucun patient ne devrait avoir à choisir entre la ruine financière et un traitement qui lui sauve la vie. Pendant ce temps, dans l'espace pour enfants de l'hôpital, Nora vivait son propre mélange d'émerveillement et d'inquiétude. La garderie ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu. Lumineuse et gaie, avec des livres et des jeux éducatifs, des collations saines servies à intervalles réguliers, et des membres du personnel qui semblaient sincèrement intéressés par le bien-être des enfants. « Ta maman va aller mieux », dit Madame Garcia, la coordinatrice du programme qui avait été assignée au cas de Nora. Le docteur Wong est l'un des meilleurs médecins de la ville, et les médicaments qu'il donne à ta mère ont aidé beaucoup de gens à guérir complètement. Nora hocha solennellement la tête, même si une partie d'elle avait encore peur de croire qu'une telle chance puisse être réelle. Au cours de ces 7 années de vie, elle avait appris que les promesses étaient des choses fragiles qui se brisaient facilement sous le poids des circonstances difficiles. Mais au fil des jours, alors que l'état de Lila commençait à s'améliorer de façon spectaculaire, Nora commença à s'autoriser à espérer. Le teint de sa mère revint, l'horrible toux diminua, et pour la première fois depuis des mois, Lila recommença à ressembler à la femme vibrante et belle qu'elle avait été avant que la maladie ne commence à la consumer. « Je me sens plus forte chaque jour », dit Lila à Nora lors d'une de leurs visites quotidiennes. Le docteur Wong dit que les antibiotiques fonctionnent exactement comme ils le devraient. Dans une semaine, je pourrai rentrer à la maison. À la maison, au refuge, demanda Nora. Bien qu'elle ait essayé de cacher sa déception, l'expression de Lila devint pensive. En fait, mon ange, il y a autre chose. Le programme inclut une aide au logement temporaire pour les familles pendant la période de convalescence. Ils ont de petits appartements disponibles pour les patients qui ont besoin d'un environnement propre et calme pour terminer leur traitement. L'appartement, quand elles le virent, était modeste, mais semblait être un palais comparé à leur section du refuge. Une chambre, un petit salon, une kitchenette où Lila pouvait préparer des repas sains, et, le plus miraculeux de tout, leur propre salle de bain avec une douche qui avait de l'eau chaude illimitée. « C'est vraiment à nous ?» demanda Nora, passant ses mains sur des meubles qui n'étaient ni usés ni cassés, regardant par des fenêtres propres et sans fissures. « Pour les 6 prochains mois, pendant que je termine mon traitement, » répondit Lila, la voix enrouée par l'émotion. « Et après ça, eh bien, le docteur Wong dit que le programme inclut également une aide au placement professionnel pour les personnes qui sont prêtes à retravailler. » Mais même si leurs circonstances s'amélioraient au-delà de tout ce qu'elles avaient osé espérer, Lila et Nora portaient toutes les deux des questions qu'elles ne pouvaient pas tout à fait articuler. La générosité qu'elles vivaient semblait trop parfaite, trop précisément adaptée à leurs besoins exacts, trop semblable à l'intervention de quelqu'un qui savait exactement ce dont elles avaient besoin. « Maman, » dit Nora un soir alors qu'elles partageaient un dîner à leur propre petite table, « tu penses que la personne qui nous aide pourrait être quelqu'un que nous connaissons ?» Lila s'arrêta avec sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, son cœur s'emballant à l'idée qui avait grandi dans son esprit depuis le premier jour du traitement. « Pourquoi demandes-tu ça, mon ange ?»« Je ne sais pas, » dit Nora lentement. « J'ai juste l'impression que la personne qui fait ça se soucie de nous d'une manière spéciale, pas juste en nous aidant parce que ce sont des gens gentils, mais en nous aidant parce qu'ils veulent spécifiquement que nous allions bien. » La sagesse dans l'observation de sa fille coupa le souffle de Lila. Nora avait raison. Ce niveau de soins complet, cette attention à leurs besoins spécifiques, ce timing parfait, alors que la maladie de Lila avait atteint un point critique, cela semblait personnel d'une manière qu'une charité aléatoire ne pourrait jamais l'être. « Si quelqu'un que nous connaissions nous aidait, » dit Lila avec prudence, « comment te sentirais-tu à ce sujet ?» Nora y réfléchit avec le sérieux qu'elle apportait à toutes les questions importantes. « Je pense que je voudrais dire merci, » dit-elle finalement, « et je voudrais savoir pourquoi il se cachait au lieu d'être juste honnête en se souciant de nous. » Cette nuit-là, alors que Nora dormait paisiblement dans son propre lit pour la première fois de sa vie, Lila se tint à la fenêtre de leur appartement, regardant les lumières de la ville et se demandant si, quelque part dans cette obscurité tentaculaire, se trouvait l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, l'homme qui les avait peut-être enfin trouvés et veillait maintenant sur elle comme un ange gardien qui préférait rester invisible. L'idée à la fois la ravissait et la terrifiait. Si Ethan était derrière leur sauvetage miraculeux, cela signifiait qu'il les avait cherchés, qu'il s'était suffisamment soucié d'elles pour déplacer des montagnes afin d'assurer leur bien-être, mais cela signifiait aussi qu'il était au courant pour Nora, qu'il savait qu'il avait une fille qu'il n'avait jamais rencontrée et qu'il choisissait de les aider depuis l'ombre plutôt que de s'avancer pour prendre sa place dans leur vie. Demain, décida Lila, je trouverai un moyen de découvrir la vérité. Leur vie avait été sauvée par la générosité de quelqu'un, mais elle avait besoin de savoir si ce quelqu'un était l'amour de sa vie,
tenant enfin la promesse qu'il avait faite 7 ans auparavant dans une petite maison de montagne pendant une tempête qui avait tout changé. Si Ethan était leur bienfaiteur mystérieux, alors il était temps que la dissimulation prenne fin et que leur famille soit enfin complète. Chapitre 10 La reconnaissance ultime de l'amour. 3 semaines après son rétablissement miraculeux, Lila portait une certitude comme une flamme qui la réchauffait et la terrifiait à parts égales. Sa santé s'était améliorée au-delà de toutes les attentes médicales, mais les questions brûlaient plus vivement que la gratitude. La générosité anonyme qui lui avait sauvé la vie semblait trop personnelle, trop précisément conçue pour leurs besoins spécifiques. Le docteur Wong avait laissé échapper des détails qui faisaient battre le cœur de Lila. Un donateur homme d'affaires qui portait un intérêt inhabituel aux mères célibataires avec des enfants, qui posait spécifiquement des questions sur les cas impliquant des filles d'environ 7 ans, quelqu'un qui comprenait la terreur des enfants regardant leurs parents mourir de maladies curables. La révélation la frappa comme la foudre. Ethan Caldwell, l'homme dont le nom figurait sur la fondation caritative qui finançait son traitement, le même Ethan qui l'avait tenu pendant une tempête il y a 7 ans, qui avait promis de revenir, qui avait disparu si complètement. Elle s'était parfois demandé si un amour aussi profond pouvait être réel, mais plus que de la trouver, il les avait protégés en secret, assurant leur survie tout en respectant la fierté qu'il avait toujours définie. « Maman, on dirait que tu as découvert quelque chose d'important », observa Nora avec une perspicacité qui ne cessait de stupéfier Lila. Ces mots frappèrent Lila comme la foudre. Un homme d'affaires intéressé par les mères célibataires avec des enfants de 7 ans. Quelqu'un qui comprenait la terreur spécifique d'un enfant voyant un parent mourir. Quelqu'un qui avait les ressources et la motivation pour créer un programme médical entier juste pour s'assurer qu'une famille reçoive les soins dont elle avait besoin. Ce soir-là, alors que Nora faisait ses devoirs à leur petite table de cuisine, grâce à l'excellent programme de tutorat qui lui avait été mystérieusement offert dans le cadre de leurs avantages, Lila prit une décision qui allait tout changer. « Mon ange, dit-elle, s'asseyant à côté de sa fille. J'ai quelque chose d'important à te demander. Quand tu as rencontré cet homme au manoir, celui qui a essayé de t'aider, peux-tu te souvenir exactement à quoi il ressemblait ?» Nora posa son crayon et ferma les yeux, accédant aux souvenirs détaillés que les enfants possèdent quand quelque chose fait forte impression. Il était grand, avec des cheveux foncés qui avaient un peu de gris sur les côtés. Il avait des yeux gentils qui étaient de la même couleur que les miens, et quand il souriait, ça me faisait me sentir en sécurité, comme s'il ne laisserait jamais rien de mal m'arriver s'il pouvait l'éviter. Et t'a-t-il dit son nom complet ? Ethan Caldwell, dit Nora immédiatement. C'était sur une plaque sur son bureau, et il avait beaucoup de papiers importants avec ce nom dessus. Ethan Caldwell, le nom qui avait hanté les rêves de Lila pendant 7 ans, le nom qui appartenait à l'homme qui avait promis de revenir pour elle et qui avait ensuite disparu comme de la fumée dans le vent. Maintenant, elle savait avec une certitude absolue qu'il était vivant, qu'il avait réussi et qu'il les avait en quelque sorte retrouvés après toutes ces années de séparation. Mais plus que cela, il les avait aidés en secret, assurant leur survie et leur rétablissement tout en restant cachés dans l'ombre. C'était exactement le genre de choses que l'Ethan dont elle se souvenait ferait, généreux, protecteur, mais respectueux de leur fierté et de leur indépendance. « Maman, tu as l'air d'avoir vu un fantôme, » dit Nora, son jeune visage rempli d'inquiétude. « J'ai dit quelque chose de mal ? » « Non, mon ange, tu as dit quelque chose d'exactement juste. » Lila serra sa fille dans ses bras, son cœur battant avec un mélange de joie et de terreur. « Comment te sentirais-tu à l'idée de le revoir ? Officiellement, je veux dire. Si nous allions le voir et lui parler correctement. » Les yeux de Nora s'illuminèrent de l'espoir qu'elle portait secrètement dans son cœur. « Tu penses qu'il veut vraiment nous aider ? Pas juste parce qu'il a pitié de nous, mais parce qu'il se soucie vraiment de ce qui nous arrive. » Je pense, dit Lila avec prudence, qu'il pourrait se soucier de nous plus que nous ne l'avons jamais imaginé. 2 jours plus tard, Lila apprit que le manoir d'Ethan accueillerait un gala de charité pour la Fondation médicale pour enfants, la même organisation qui avait financé son programme de traitement. L'ironie était si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Ethan s'était caché à la vue de tous, utilisant sa richesse et son influence pour aider des familles comme la leur, sans jamais s'avancer pour en revendiquer le mérite ou la reconnaissance. Mais la force de Lila, bien qu'améliorée, était encore fragile. La marche de leur appartement au quartier aisé de Hillcrest, où vivait Ethan, était plus longue et plus exigeante que son corps en convalescence ne pouvait facilement supporter. Au moment où elle et Nora atteignirent les portes du manoir Caldwell, Lila luttait pour rester debout, son visage pâle et ses mains tremblant d'épuisement. « Maman, tu n'as pas l'air bien, » dit Nora, la voix serrée par l'inquiétude.
Peut-être que nous devrions rentrer à la maison et réessayer un autre jour. Non, mon ange, répondit Lila, bien que sa voix soit faible. J'ai attendu 7 ans pour ce moment. Je n'attendrai pas un jour de plus. Le manoir était illuminé, des voitures de luxe bordaient l'allée circulaire, et des invités élégamment vêtus se déplaçaient dans le grand foyer comme des figures d'un conte de fées. Lila et Nora, dans leurs vêtements simples mais propres, se sentaient comme des intruses d'un autre monde alors qu'elles se dirigeaient vers les jardins arrière, où le débordement de la fête s'était répandu sur les pelouses parfaitement entretenues. C'est là, à côté d'une fontaine éclairée par des guirlandes lumineuses, que la force de Lila céda complètement. Elle s'effondra sur un banc de marbre, sa respiration laborieuse et sa vision floue sous le poids de l'épuisement physique et émotionnel qui avait finalement submergé les réserves limitées de son corps. « Maman » cria Nora, s'agenouillant à côté de sa mère, des larmes coulant sur son visage. « Maman, s'il te plaît, ne me quitte pas. S'il te plaît, ne meurs pas maintenant, alors que nous sommes si près du but. » Le son de la détresse de Nora traversa le jardin, atteignant les oreilles d'un homme qui se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant son gala de charité et se demandant pourquoi le succès donnait toujours l'impression d'être vide, même lorsqu'il était entouré de 300 des personnes les plus influentes de la ville. Ethan se précipita à travers son manoir et sortit dans le jardin, son cœur battant d'alarme au son d'un enfant en détresse. Mais lorsqu'il atteignit la fontaine et vit les silhouettes recroquevillées là, une femme effondrée sur le banc et une petite fille pleurant à côté d'elle, son monde bascula entièrement. Même dans la faible lumière du jardin, même avec 7 ans de séparation et la maladie ayant changé son apparence, Ethan la reconnut immédiatement, Lila, son ange, la femme qu'il avait désespérément cherchée. La femme dont le visage avait hanté ses rêves, et dont le souvenir avait rendu chaque autre relation comme une pâle imitation du véritable amour. Lila, murmura-t-il, son nom tombant de ses lèvres comme une prière exaucée après des années de supplications désespérées. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux contenant de la reconnaissance, de l'amour, de la douleur et de l'espoir, le tout mélangé dans une expression qui lui coupa le souffle. « Ethan » répondit-elle, et entendre son nom prononcé par sa voix était comme entendre de la musique après des années de silence. « Tu m'as sauvé » dit Ethan, s'agenouillant à côté du banc où elle était assise, ses mains se tendant pour toucher son visage comme pour se convaincre qu'elle était réelle. « Tu m'as sauvé la vie, et puis tu as disparu, et je t'ai cherché depuis. »« Je n'ai pas disparu, » répondit Lila, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai été chassé, rejeté. Je n'avais nulle part où aller et aucun moyen de te trouver. » C'est alors qu'Ethan regarda vraiment Nora, la regarda vraiment. Il vit non seulement les traits familiers qu'il avait déjà remarqués, mais comprit leur signification avec la clarté qui vient de la vérité enfin révélée. « Elle est à moi, dit-il, sa voix remplie d'émerveillement, de douleur et d'un amour écrasant. C'est notre fille. » Oui, murmura Lila, elle s'appelle Nora, et elle a 7 ans, et c'est la plus belle, la plus courageuse et la plus merveilleuse enfant qui ait jamais existé. Ethan se tourna vers Nora, qui regardait cet échange avec des yeux grands ouverts de confusion et d'espoir. « Nora, dit-il doucement, sais-tu qui je suis? »« Tu es l'homme qui a essayé de m'aider, » répondit-elle, sa voix petite mais ferme. « Tu es l'homme avec des yeux comme les miens. »« Je suis ton père, » dit Ethan, sa voix se brisant d'émotion. « Je suis ton père, et je vous ai cherché, toi et ta mère, depuis avant ta naissance. Je ne savais pas, je n'ai jamais su que j'avais une fille, et si je l'avais su, rien au monde n'aurait pu me tenir éloigné de toi. » L'impact de cette révélation frappa Nora comme un coup physique. Elle regarda de sa mère à Ethan, des pièces d'un puzzle qu'elle avait porté toute sa vie s'assemblant soudainement. « Tu es mon papa, » murmura-t-elle, le papa qui a des yeux comme les miens et des mains qui sont douces et un sourire qui fait que les gens se sentent importants. « Oui, mon ange, » dit Ethan, utilisant la même tendresse que Lila avait toujours appelé leur fille. « Je suis ton papa, et je t'aime plus que je n'ai de mots pour l'exprimer. Je vous aime, toi et ta mère, plus que la vie elle-même. » Les retrouvailles éclatèrent en eux comme un barrage qui cède, libérant cette année de désirs refoulés. Les bras d'Ethan englobèrent son monde entier, la femme qui avait sauvé son âme et la fille qui incarnait leur amour. Tenant sa famille pour la première fois, il sentit des parties de lui-même enfin, complètement entières. « Je n'ai jamais cessé de chercher, » murmura-t-il contre les cheveux de Lila, respirant le parfum qui avait hanté ses rêves. « Chaque jour, chaque ressource, chaque prière, je vous ai cherché toutes les deux. »« Tu nous as trouvés, » répondit Lila, sa voix se brisant de larmes de joie, de soulagement et d'un amour trop longtemps contenu. « Tu as tenu ta promesse. Tu es revenu. » Nora,
traitant des révélations qui réécrivaient toute sa compréhension d'elle-même, regarda entre ses parents avec émerveillement et une compréhension naissante. Alors, on est vraiment une famille? Le genre qui vit ensemble et dîne ensemble et personne n'a plus à saigner pour de l'argent? Le rire d'Ethan mêla des larmes à une joie pure, son cœur se brisant et se réparant simultanément. Oui, mon ange, nous sommes une famille qui ne sera plus jamais séparée. Ton seul travail à partir de maintenant est d'être l'enfant extraordinaire que tu es, jouer, apprendre, rire, laisser tes parents te protéger et te chérir pour toujours. Et maman ne sera plus jamais malade? Ta maman va recevoir les meilleurs soins médicaux au monde, promis Ethan. Elle va être en parfaite santé et nous allons nous assurer qu'elle le reste pour toujours. Alors qu'ils étaient tous les trois assis ensemble dans le jardin, entourés des sons du gala de charité qui les avait involontairement réunis, Ethan fit des vœux qui allaient façonner le reste de leur vie. Ils passeraient chaque jour à rattraper les années qu'ils avaient perdues. Ils s'assureraient que Lila ne manque jamais de rien, que Nora ne doute jamais de sa valeur ou de sa sécurité, que leur histoire d'amour aurait la fin heureuse qui avait semblé impossible pendant si longtemps. J'ai tellement de choses à te raconter, dit Ethan à Lila, sa main caressant son visage avec la tendresse de cette année de désir. À propos de ma recherche pour te retrouver, de l'enquête, de la façon dont je n'ai jamais perdu l'espoir qu'un jour je te retrouverai. Et j'ai tellement de choses à te raconter, répondit Lila, à propos d'élever notre fille, de la force que j'ai trouvée en t'aimant même quand tu n'étais pas là, de la fierté que j'ai eue en sachant que Nora était la moitié de l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais connu. Mais nous avons le temps maintenant, dit Ethan, regardant sa famille, sa femme en tout sauf la loi, sa fille qui portait ses yeux et le courage de sa mère. Nous avons tout le temps du monde pour nous raconter tout. Nous avons le reste de nos vies pour être la famille que nous étions toujours censés être. Alors que les étoiles émergeaient au-dessus de leur tête et que le gala de charité se poursuivait dans le manoir derrière eux, trois cœurs qui avaient été séparés par les circonstances mais jamais par l'amour battirent enfin à l'unisson. L'amour avait vaincu la fierté, la richesse avait trouvé son but, et une famille qui avait été brisée par le destin avait été rendue entière par les liens incassables qui connectent une âme à une autre à travers le temps, l'espace et tous les obstacles que la vie peut créer. Ethan Caldwell avait passé 7 ans à chercher son cœur. Maintenant, il l'avait trouvé, avec le plus grand trésor de tous, un amour qui avait créé la vie, survécu à la séparation, et durerait pour toute l'éternité. Ils étaient à la maison, enfin, complètement, pour toujours à la maison.